Bonjour les quatrièmes, c'est Monsieur Pozzo. Je vais maintenant vous lire Les Misérables de Victor Hugo, paru en 1862. Alors ce que je vais vous lire constitue environ une cinquantaine de pages, ce qui représente moins d'un vingtième de l'œuvre au total. Mais nous on n'étudiera que quelques extraits, pas l'intégralité de l'œuvre. Vous trouvez dans la description le timecode des différents chapitres, et je vous mettrai bien sûr le texte sur l'NT et dans la description. Première partie, livre 1, premier chapitre, Monsieur Mireille. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Mireille était évêque de Digne. C'est un vieillard d'environ 75 ans. Chapitre 2. Monsieur Mireille devient Monseigneur Bienvenu. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier par Monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Simore, lequel était évêque de Vigne en 1712. Ce palais était un vrai lieu seigneurial. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage, avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ?»« 26, monsieur. »« C'est ce que j'avais compté, » dit l'évêque. « Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. » C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres et l'air s'y renouvelle difficilement. C'est ce qu'il me semble. Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. C'est ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus. Nous avons la suette militaire, il y a 2 ans. 100 malades, quelquefois. Nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. Que voulez-vous, monseigneur ? Dit le directeur. Il faut se résigner. Cette conversation avait lieu dans la salle à manger galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits, rien que dans cette salle ?»« Dans la salle à manger de monseigneur ?» s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire, avec les yeux, les mesures et les calculs. Puis, élevant la voix, « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous le dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 chambres. Nous sommes 3 ici, et nous avons de la place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison, c'est ici chez vous. » Le lendemain, les 26 pauvres malades étaient installés dans le palais de l'évêque, et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait pas de biens. Sa famille était ruinée par la Révolution. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère, suffisait à sa dépense personnelle. Monsieur Myriel recevait de l'État comme évêque un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vient se loger dans la maison de l'hôpital, Monsieur Myriel détermina l'emploi de cette somme, une fois pour toutes. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, Monsieur Myriel ne changea rien à cet arrangement. Livre 2. Le soir d'un jour de marche. Dans les premiers mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattu cachait en partie son visage brûlé par le soleil, et le hâle, et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite ancre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre, une vieille blouse grise en haillons, rapiécée à l'un des coudes, d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle. Sur le dos, un sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf. À la main, un énorme bâton noueux, les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue. La sueur, la chaleur, le voyage à pied, la poussière, ajoutaient je ne sais quoi de sordide à cet ensemble délabré. Les cheveux étaient ras et pourtant hérissés, car ils commençaient à pousser un peu et semblaient n'avoir été coupés depuis quelque temps. Personne ne le connaissait. Ce n'était évidemment qu'un passant. D'où venait-il ? Du Midi. Des bords de la mer, peut-être, car il faisait son entrée dans Digne par la même rue qui, 7 mois auparavant, avait vu passer l'empereur Napoléon allant de Cannes à Paris. Cet homme avait dû marcher tout le jour. Il paraissait très fatigué. Des femmes de l'ancien bourg, qui est au bas de la ville, l'avaient vu s'arrêter sous les arbres du boulevard Gassendi et boire à la fontaine, qui était à l'extrémité de la promenade. Il fallait qu'il eût bien soif,
car des enfants qui le suivaient le virent encore s'arrêter et boire, 200 pas plus loin, à la fontaine de la place du marché. Arrivé au coin de la rue Poichevert, il tourna à gauche et se dirigea vers la mairie. Il y entra, puis sortit un quart d'heure après. Un gendarme était assis près de la porte, sur le banc de pierre où le général Drouot monta le 4 mars pour lire à la foule effarée des habitants de Digne la proclamation du golfe Rouen. L'homme ôta sa casquette et salua humblement le gendarme. Le gendarme, sans répondre à son salut, le regarda avec attention, le suivit quelque temps des yeux, puis entra dans la maison de ville. L'homme se dirigea vers cette auberge qui était la meilleure du pays. Il entra dans la cuisine, laquelle s'ouvrait de plein pied sur la rue. Tous les fourneaux étaient allumés, un grand feu flambait gaiement dans la cheminée. L'hôte, qui était en même temps le chef, allait de l'âtre aux casseroles, fort occupé, et surveillant un excellent dîner destiné à des rouliers qu'on entendait rire et parler à grand bruit dans une salle voisine. Quiconque a voyagé sait que personne ne fait meilleure chair que les rouliers. Une marmotte grasse, flanquée de perdrix blanches et de coques de bruyère, tournait sur une longue broche devant le feu. Sur les fourneaux cuisaient 2 grosses carpes du lac de Lauzet et une truite du lac d'Alloz. L'hôte, entendant la porte s'ouvrir et entrer un nouveau venu, dit sans lever les yeux de ses fourneaux. « Que veut monsieur ?»« Manger et coucher, » dit l'homme. « Rien de plus facile, » reprit l'hôte. En ce moment il tourna la tête, embrassa d'un coup d'œil tout l'ensemble du voyageur et ajouta « En payant ». L'homme tira une grosse bourse de cuir de la poche de sa blouse et répondit « J'ai de l'argent. »« En ce cas, on est à vous, » dit l'hôte. L'homme remit sa bourse en poche, se déchargea de son sac, le posa à terre près de la porte, garda son bâton à la main, et alla s'asseoir dans une escabelle basse près du feu. Digne est dans la montagne, les soirées d'octobre y sont froides. Cependant, tout allant et venant, l'homme considérait le voyageur. « Dîne-t-on bientôt ?» dit l'homme. « Tout à l'heure » dit l'hôte. Pendant que le nouveau venu se chauffait, le dos tourné, le digne aubergiste Jacquin Labarre tira un crayon de sa poche. Puis il déchira le coin d'un vieux journal qui traînait sur une petite table près de la fenêtre. Sur la marge blanche, il écrivit une ligne ou deux, plia sans cacheter, et remit ce chiffon de papier à un enfant qui paraissait lui servir tout à fois de marmiton et de laquais. L'aubergiste dit un mot à l'oreille du marmiton, et l'enfant partit en courant dans la direction de la mairie. Le voyageur n'avait rien vu de tout cela. Il demanda encore une fois. « Dîne-t-on bientôt ?»« Tout à l'heure, » dit l'hôte. L'enfant revint, il rapportait le papier. L'hôte le déplia avec empressement, comme quelqu'un qui attend une réponse. Il parut lire attentivement, puis hocha la tête, resta un moment pensif. Enfin, il fit un pas vers le voyageur, qui semblait plongé dans des réflexions peu sereines. « Monsieur, dit-il, je ne puis vous recevoir. » L'homme se dressa à demi sur son séant. « Comment ? Vous avez peur que je ne paye pas ? Voulez-vous que je paye d'avance ? J'ai de l'argent, vous dis-je. Ce n'est pas cela. Quoi donc ? Vous avez de l'argent ? Oui, dit l'homme. Et moi, dit l'hôte, je n'ai pas de chambre. L'homme reprit tranquillement. Mettez-moi à l'écurie. Je ne puis. Pourquoi ? Les chevaux prennent toute la place. Eh bien, répartit l'homme, un coin dans le grenier, une botte de paille, nous verrons cela après dîner. Je ne puis vous donner à dîner. Cette déclaration, faite d'un ton mesuré mais ferme, parut grave à l'étranger. Il se leva. Bah, mais je meurs de faim, moi. J'ai marché dès le soleil levé, j'ai fait 12 lieues, je paye, je veux manger. Je n'ai rien, dit l'hôte. L'homme éclata de rire et se tourna vers la cheminée et les fourneaux. Rien, et tout cela m'est retenu. Par qui ? Par ces messieurs les rouliers. Combien sont-ils ? 12. Il y a là à manger pour 20. Et ils ont tout retenu et tout payé d'avance. L'homme se rassit et dit sans hausser la voix. Je suis à l'auberge, j'ai faim et je reste. L'hôte alors se pencha à son oreille et lui dit d'un accent qui le fit tressaillir. Allez-vous-en. Le voyageur était courbé en cet instant et poussait quelques braises dans le feu avec le bout ferré de son bâton. Il se retourna vivement et comme il ouvrait la bouche pour répliquer, tenez, assez de paroles comme cela. Voulez-vous que je vous dise votre nom ? Vous vous appelez Jean Valjean. Maintenant voulez-vous que je vous dise qui vous êtes ? En vous voyant entrer, je me suis douté de quelque chose. J'ai envoyé à la mairie. Et voici ce qu'on m'a répondu. Savez-vous lire ? En parlant ainsi, il tenait à l'étranger, tout déplié, le papier qui venait de voyager de l'auberge à la mairie, et de la mairie à l'auberge. L'homme y jeta un regard. L'aubergiste reprit, après un silence. J'ai l'habitude d'être poli avec tout le monde. Allez-vous-en. L'homme baissa la tête, ramassa le sac qu'il avait déposé à terre, et s'en alla. Il prit la grande rue. Il marchait devant lui au hasard, rasant de près les maisons, comme un homme humilié et triste.
Il ne se retourna pas une seule fois. S'il s'était retourné, il aurait vu l'aubergiste de la Croix de Colbas, sur le seuil de sa porte, entouré de tous les voyageurs de son auberge et de tous les passants de la rue, parlant vivement et le désignant du doigt. Et, au regard de défiance et d'effroi du groupe, il aurait deviné qu'avant peu son arrivée serait l'événement de toute la ville. Il ne vit rien de tout cela. Les gens accablés ne regardent pas derrière eux. Ils ne savent que trop que le mauvais sort les suit. Chapitre 3. L'héroïsme de l'obéissance passive. Un homme entra. Cet homme nous le connaissons déjà. C'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure errer cherchant un gîte. Il entra, fit un pas, et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'avait même pas eu la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béante. Mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement. Puis, ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée, elle se mit à regarder son frère, et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton, promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et les femmes, et sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute. « Voici, je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne, je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été dans une autre auberge. On m'a dit « va-t'en » chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier m'a pas ouvert. J'ai été à la niche d'un chien, le chien m'a mordu et il m'a chassé, comme si ça avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je vais dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir. Je suis rentré dans la ville pour y trouver le renforcement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « frappe là ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent. Ma masse. 109 francs 15 sous que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans. Je paierai. Qu'est-ce que ça fait? J'ai de l'argent. Je suis très fatigué. 12 lieues à pied. J'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. L'homme fit 3 pas et s'approcha de la lampe qui était à table. Tenez, reprit-il comme s'il n'avait pas bien compris. Ce n'est pas ça, vous avez entendu. Je suis un galérien, un forçat, je viens des galères. Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. Voici mon passeport, jaune, comme vous le voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous lire? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y avait une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat, libéré, natif de... Cela vous est égal. Est resté 19 ans au bagne, 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Avez-vous une écurie? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Nous avons déjà expliqué de quelle nature était l'obéissance des 2 femmes. Madame Magloire sortit pour exécuter ses ordres. L'évêque se tourna vers l'homme. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant, et l'on fera votre lit pendant que vous souperez. Ici, l'homme comprit tout à fait. L'expression de son visage, jusqu'alors sombre et dure, s'empreignit de stupéfaction, de doute, de joie, et devint extraordinaire. Il se mit à balbutier comme un homme fou. « Ouais? Quoi, vous me gardez? Vous me chassez pas? Un forçat? Vous m'appelez monsieur? Vous me tutoyez pas? Va-t'en, chien qu'on me dit toujours. Je croyais bien que vous me chasseriez. Aussi, j'avais dit tout de suite qui je suis. Oh, la brave femme qui m'enseignait ici. Je vais souper. Un lit avec des matelas et des draps. Comme tout le monde. Un lit. Il y a 19 ans que j'ai pas couché dans un lit. Vous voulez que je ne m'en aille pas? Vous êtes des dignes gens. D'ailleurs, j'ai de l'argent. Je paierai tout ce qu'on voudra. Vous êtes un brave homme. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas? Je suis, dit l'évêque, un prêtre qui demeure ici. Un prêtre? Reprit l'homme. Oh, un brave homme de prêtre. Alors vous me demandez pas d'argent? Le curé, n'est-ce pas? Le curé de cette grande église? Tiens, c'est vrai que je suis bête. J'avais pas vu votre calotte. Tout en parlant, il avait déposé son sac et son bâton dans un coin, puis remis son passeport dans sa poche, et s'étant assis, mademoiselle Baptistine le considérait avec douceur. Il continua. Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. C'est bien bon, un bon prêtre. Alors vous n'avez pas besoin que je paye? Non, dit l'évêque. Gardez votre argent. Combien avez-vous?
Ne m'avez-vous pas dit 900 francs ? 15 sous, ajouta l'homme. 900 francs 15 sous. Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela ? 19 ans. 19 ans. L'évêque soupira profondément. L'homme poursuivit. J'ai encore tout mon argent. Depuis 4 jours, je n'ai dépensé que 25 sous, que j'ai gagné en aidant à décharger des voitures à Grasse. Puisque vous êtes abbé, je vais vous dire, nous avions un aumônier au bagne. Et puis un jour, j'ai vu un évêque, Monseigneur qu'on appelle. C'était l'évêque de la Major, à Marseille. C'est le curé qui est sur les curés. Vous savez, pardon, je dis mal tout cela pour moi, c'est si loin. Vous comprenez, nous autres... Il a dit la messe au milieu du bagne, sur un autel. Il y avait une chose pointue en or sur sa tête. Au grand jour de midi, cela brillait. Nous étions en rang, des 3 côtés avec les canons. Mèche allumée, en face de nous. Nous ne voyions pas bien. Il a parlé, mais on était trop au fond, nous n'entendions pas. Voilà ce que c'est qu'un évêque. Pendant qu'il parlait, l'évêque était allé pousser la porte qui était restée toute grande ouverte. Madame Magloire rentra. Elle apportait un couvert qu'elle avait mis sur la table. « Madame Magloire, dit l'évêque, mettez ce couvert le plus près possible du feu. » Et se tournant de son côté, « Le vent de nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur. » Chaque fois qu'il disait ce mot, « monsieur », avec sa voix doucement grave et de si bonne compagnie, le visage de l'homme s'illuminait. « Monsieur » a un forçat. C'est un verre d'eau à un naufragé de la Méduse. L'ignominie a soif de considération. « Voici, reprit l'évêque, une lampe qui éclaire bien mal. » Madame Magloire comprit, et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de Monseigneur les 2 chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table tout allumée. « Monsieur le curé, dit l'homme, vous êtes bon, vous ne me méprisez pas, vous me recevez chez vous, vous allumez vos cierges pour moi, je ne vous ai pourtant pas caché d'où je viens, et que je suis un homme malheureux. » L'évêque s'assit près de lui toucha doucement la main. « Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez ? Ce n'est pas ma maison ici, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif, soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas. Ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis à vous qui passez. Vous êtes ici chez vous plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom ? D'ailleurs, avant que vous ne me le disiez, vous en aviez un que je savais. » L'homme ouvrit des yeux, étonné. « Vrai ? Vous saviez comment je m'appelle ? » ?»« Oui, » répondit l'évêque. « Vous vous appelez mon frère. »« Tenez, monsieur le curé !» s'écria l'homme. « J'avais bien faim en entrant ici. Vous êtes si bon qu'à présent, je sais plus ce que j'ai. Cela m'a passé. » L'évêque le regarda et lui dit. « Vous avez bien souffert. »« Ah, la cassaque rouge, le boulet aux pieds, une planche pour dormir, le chaud, le froid, le travail, la chiourme, les coups de bâton, la double chaîne pour rien, le cachot pour un mot, même malade, au lit, la chaîne, les chiens eux-mêmes sont plus heureux. 19 ans, j'en ai 46, à présent le passeport jaune, voilà. » « Oui, » reprit l'évêque, « vous sortez d'un lieu de tristesse. Écoutez, il y aura plus de joie au ciel pour le visage en larmes d'un pécheur repentant que pour la robe blanche de sang juste. Si vous sortez de ce lieu douloureux avec les pensées de haine et de colère contre les hommes, vous êtes digne de pitié. Si vous en sortez avec des pensées de bienveillance, de douceur et de paix, vous valez mieux qu'aucun de nous. » Cependant, Madame Magloire avait servi le souper. Une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain, du sel, un peu de lard, un morceau de viande de mouton, des figues, un fromage frais et un gros pain de seigle. Elle avait elle-même ajouté à l'ordinaire de monsieur l'évêque une bouteille de vieux vin de mauve. Le visage de l'évêque prit tout d'un coup cette expression de gaieté propre aux natures hospitalières. « À table !» dit-il vivement, comme il en avait la coutume lorsque quelque étranger soupait avec lui. Il fit s'asseoir l'homme à sa droite. Mademoiselle Baptistine, parfaitement paisible et naturelle, prit place à sa gauche. L'évêque dit le bénédicité, puis servit lui-même la soupe, selon son habitude. L'homme se mit à manger avidement. Tout à coup l'évêque dit « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire, en effet, n'avait mis que les 3 couverts absolument nécessaires. Or, c'était l'usage de la maison, quand monsieur l'évêque avait quelqu'un à souper, de disposer sur la nappe les 6 couverts d'argent, étalage innocent. Ce gracieux semblant de luxe était une sorte d'enfantillage plein de charme dans cette maison douce et sévère qui élevait la pauvreté jusqu'à la dignité. Madame Magloire comprit l'observation, sortit sans dire un mot, et un moment après, les 3 couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés devant chacun des 3 convives. Chapitre 6. Jean Valjean. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme,
Il était émondeur à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu, son père s'appelait Jean Valjean, ou Vlajean, sobriquet probablement, et contradiction de voilà Jean. Jean Valjean était d'un caractère pensif, sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Somme toute, pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Sa mère était morte d'une fièvre de lait mal soignée. Son père, émondeur comme lui, s'était tué en tombant d'un arbre. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve, avec 7 enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des 7 enfants avait 8 ans, le dernier 1 an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa 25e année. Il remplaça le père, et soutint à son tour sa sœur qui l'avait élevé. Cela se fit simplement, comme un devoir, même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Le soir, il rentrait fatigué et mangeait sa soupe sans dire un mot. Sa sœur, mère Jeanne, pendant qu'il mangeait, lui prenait souvent dans son écuelle le meilleur de son repas, le morceau de viande, la tranche de lard, le cœur de chou, pour le donner à quelqu'un de ses enfants. Lui mangeait toujours, penché sur la table, presque la tête dans sa soupe, ses longs cheveux tombant autour de son écuelle et cachant ses yeux, avait l'air de ne rien voir et laisser faire. Il y avait à Faverolles, pas loin de la chaumière Valjean, de l'autre côté de la ruelle, une fermière appelée Marie-Claude. Les enfants Valjean, habituellement affamés, allaient quelquefois emprunter au nom de leur mère une pinte de lait à Marie-Claude, qu'ils buvaient derrière une haie ou dans quelque coin d'allée, s'arrachant le pot, et si hâtivement que les petites filles s'en répandaient sur leur tablier et dans leurs goulottes. La mère, si elle eût su cette maraude, eût sévèrement corrigé les délinquants. Jean Valjean, brusque et bougon, payait en arrière de la mère la pinte de lait à Marie-Claude, et les enfants n'étaient pas punis. Il gagnait dans la saison de l'émondage 18 sous par jour. Puis il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme bouvier, comme homme de peine. Il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec 7 petits-enfants? C'était un triste groupe, que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage, la famille n'eut pas de pain, à la lettre, 7 enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église, à Faverolles, se disposait à se coucher, lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou, faisant un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Le voleur s'enfuit à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Il avait un fusil dont il se servait mieux que tireur au monde. Il était quelque peu braconnier, ce qui lui nuisit. Il y a contre les braconniers un préjugé légitime. Le braconnier, de même que le contrebandier, côtoie de fort près le brigand. Pourtant, disons-le en passe, il y a encore un abîme entre ces races d'hommes et le hideux assassin des villes. Le braconnier vit dans la forêt, le contrebandier vit dans la montagne ou sur la mer. Les villes font des hommes féroces parce qu'elles font des hommes corrompus. La montagne, la mer, la forêt font des hommes sauvages. Elles développent le côté farouche, mais souvent sans détruire le côté humain. Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant. Jean Valjean fut condamné à 5 ans de galère. Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de 27 jours sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Tout s'effaça de ce qui avait été sa vie, jusqu'à son nom. Il ne fut même plus Jean Valjean. Il était le numéro 24 601. Que devint la sœur? Que devinrent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupe de cela? Que devient la poignée de feuilles du jeune arbre scié par le pied? Vers la fin de cette 4e année, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aidèrent comme cela se fait dans le triste lieu. Il s'évada. Il erra 2 jours en liberté dans les champs. Il sait être libre que d'être traqué, de tourner la tête à chaque instant, de tressaillir au moindre bruit, d'avoir peur de tout, du toit qui fume, de l'homme qui passe, du chien qui aboie, du cheval qui galope, de l'heure qui sonne, du jour parce qu'on voit, de la nuit parce qu'on ne voit pas, de la route, du sentier, du buisson, du sommeil. Le soir du second jour, il fut repris. Il n'avait ni mangé, ni dormi depuis 36 heures. Le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de 3 ans, ce qui lui fit 8 ans. La 6e année, ce fut encore son tour de s'évader. Il en usa, mais il ne put consommer sa suite. Il avait manqué à l'appel, on tira le coup de canon, et à la nuit les gens de ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Il résista aux gardes chouirmes, qui le saisirent, évasion et rébellion. Ce fait prévu par le code spécial fut puni d'une aggravation de 5 ans, dont 2 de double chaîne.
13 ans. La 10e année, son tour revint. Il en profita encore, il ne réussit pas mieux. 3 ans pour cette nouvelle tentative. 16 ans. Enfin ce fut, je crois, pendant la 13e année qu'il essayait une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après 4 heures d'absence. 3 ans pour ces 4 heures. 19 ans. En octobre 1815, il fut libéré. Il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Place pour une courte parenthèse. C'est la seconde fois que dans ses études sur la question pénale et sur la damnation par la loi, l'auteur de ce livre rencontre le vol d'un pain comme point de départ du désastre d'une destinée. Claude Gueux avait volé un pain, Jean Valjean avait volé un pain. Une statistique anglaise constate qu'à Londres, 4 vols sur 5 ont pour cause immédiate la faim. Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant. Il en ressortit impassible. Il était entré désespéré, il en sortit sombre. Que s'est-il passé dans cette âme? Chapitre 10. L'homme réveillé. Donc, comme 2 heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale, Jean Valjean se réveilla. Ce qui le réveilla, c'est que le lit était trop bon. Il y avait 20 ans bientôt qu'il n'avait pas couché dans un lit. Et quoiqu'il ne se fût pas déshabillé, la sensation était trop nouvelle pour ne pas troubler son sommeil. Il avait dormi plus de 4 heures, sa fatigue était passée. Il était accoutumé à ne pas donner beaucoup d'heures au repos. Il ouvrit les yeux, regarda un moment dans l'obscurité autour de lui, puis les referma pour se rendormir. Quand beaucoup de sensations diverses ont agité la journée, quand les choses préoccupent l'esprit, on s'endort, mais on ne se rendort pas. Le sommeil vient plus aisément qu'il ne revient. C'est ce qui arriva à Jean Valjean. Il ne put se rendormir, et il se mit à penser. Il était dans un de ces moments où les idées qu'on a dans l'esprit sont troubles. Il y avait une sorte de va-et-vient obscur dans le cerveau. Ses souvenirs anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle et s'y croisaient confusément, perdant leur forme, se grossissant démesurément, puis disparaissant tout à coup, comme dans une eau fangeuse et agitée. Beaucoup de pensées lui venaient, il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres. Cette pensée, nous allons la dire tout de suite. Il avait remarqué les 6 couverts en argent et la grande cuillère que madame Magloire avait posée sur la table. Ces 6 couverts d'argent l'obsédaient. Ils étaient là, à quelques pas. L'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Il avait bien remarqué ce placard, à droite, en entrant par la salle à manger. Ils étaient massifs, et de vieille argenterie. Avec la grande cuillère, on en tirait au moins 200, le double de ce qu'il avait gagné en 19 ans. Il est vrai qu'il eût gagné davantage, si l'administration ne l'avait pas volé. Son esprit oscilla, toute une grande heure, dans les fluctuations auxquelles se mêlaient bien quelques luttes. 3 heures sonnèrent, il rouvrit les yeux, se dressa brusquement sur son séant, étendit le bras et tâta son havre-sac qu'il avait jeté dans le coin de l'alcôve, puis il laissa pendre ses jambes et poser ses pieds à terre, et se trouva, sans savoir comment, assis sur son lit. Il resta un certain moment rêveur dans cette attitude qui eut quelque chose de sinistre pour quelqu'un qui eût aperçu ainsi dans cette ombre, seul, éveillé dans la maison endormie. Tout à coup il se baissa, ôta ses souliers et les posa doucement sur la natte près de lui, puis il reprit sa posture de rêverie et redevint immobile. Au milieu de cette méditation hideuse, les idées que nous venons d'indiquer remuaient sans relâche dans son cerveau, entraient, sortaient, rentraient, faisaient sur lui une sorte de pesée, et puis il songeait aussi, sans savoir pourquoi, et avec cette obstination machinale de la rêverie, à un forçat nommé Brevet qu'il avait connu au bagne, et dont le pantalon n'était retenu que par une seule bretelle de coton tricoté. Le dessin en damier dans cette bretelle lui revenait sans cesse à l'esprit. Il demeurait dans cette situation, et il fut peut-être resté indéfiniment jusqu'au lever du jour, si l'horloge n'eût sonné un coup, le quart ou la demie. Il sembla que le coup eût dit « Allons ». Il se leva debout, hésita encore un moment et écouta. Tout se taisait dans la maison. Alors il marcha droit, et à petits pas vers la fenêtre qu'il entrevoyait. La nuit n'était pas très obscure, c'était une pleine lune sur laquelle couraient de larges nuées chassées par le vent. Cela faisait au dehors des alternatives d'ombre et de clarté, des éclipses, puis des éclaircies, et au-dedans une sorte de crépuscule. Ce crépuscule, suffisant pour qu'on pût se guider, intermittent à cause des nuages, ressemblait à l'espèce de lividité qui tombe d'un soupirail de cave devant lequel vont et viennent des passants. Arrivé à la fenêtre, Jean Valjean l'examina. Elle était sans barreaux, donnait sur le jardin, et n'était fermée, selon la mode du pays, que d'une petite clavette. Il l'ouvrit, mais comme un air froid et vif entra brusquement dans la chambre, il la referma tout de suite. Il regarda le jardin de ce regard attentif qui étudie plus encore qu'il ne regarde. Le jardin était enclos d'un mur blanc assez bas, facile à escalader. Au fond, au-delà, il distingua des têtes d'arbres également espacées, ce qui indiquait que le mur séparait le jardin d'une avenue ou d'une ruelle plantée. Ce coup d'œil jeté, il fit le mouvement d'un homme déterminé, marcha à son alcôve, prit son havre-sac, le fouilla, en tira quelque chose qu'il posa sur le lit, mit ses souliers dans une des poches,
referma le tout, chargea le sac sur ses épaules, se couvrit de sa casquette dont il baissa la visière sur ses yeux, chercha son bâton en tâtonnant, et l'alla poser dans l'angle de la fenêtre, puis revint au lit, et saisit résolument l'objet qu'il y avait déposé. Cela ressemblait à une barre de fer courte, aiguisée comme un épieu à l'une de ses extrémités. Il eût été difficile de distinguer dans les ténèbres pour quel emploi avait pu être façonné ce morceau de fer. C'était peut-être un levier, c'était peut-être une massue. Au jour, on eût pu reconnaître que ce n'était autre chose qu'un chandelier de mineur. On employait alors quelquefois les forçats à extraire de la roche des hautes collines qui environnaient Toulon. Il n'était pas rare qu'ils eussent à leur disposition des outils de mineurs. Les chandeliers de mineurs sont en fer massif, terminés à leur extrémité inférieure par une pointe au moyen de laquelle on les enfonce dans le rocher. Il prit ce chandelier dans sa main droite, retenant son haleine, assourdissant son pas. Il se dirigea vers la porte de la chambre voisine, celle de l'évêque, comme on sait. Arrivé à cette porte, il la trouva entrebâillée. L'évêque ne l'avait point fermée. Chapitre 11. Ce qu'il fait. Cette chambre était dans un calme parfait. On y distinguait çà et là des formes confuses et vagues, qui, au jour, étaient des papiers épars sur une table, des in-folios ouverts, des volumes empilés sur un tabouret, un fauteuil chargé de vêtements, un prie-dieu, et qui à cette heure n'étaient plus que des coins ténébreux et des places blanchâtres. Jean Valjean avança avec précaution en évitant de se heurter aux meubles. Il entendait au fond de la chambre la respiration égale et tranquille de l'évêque endormi. Il s'arrêta tout à coup, il était près du lit, il était arrivé plus tôt qu'il n'eût cru. Jean Valjean, lui, était dans l'ombre, son chandelier de fer à la main, debout, immobile, effaré de ce vieillard lumineux. Jamais il n'avait rien vu de pareil. Cette confiance l'épouvantait. Le monde moral n'a pas de plus grand spectacle que celui-là. Une conscience troublée et inquiète, parvenue au bord d'une mauvaise action, et contemplant le sommeil d'un juste. Ce sommeil, dans cet isolement, et avec un voisin tel que lui, avait quelque chose de sublime qu'il sentait vaguement, mais impérieusement. Nul n'eût pu dire ce qui se passait en lui, pas même lui. Pour essayer de s'en rendre compte, il faut rêver ce qu'il y a de plus violent en présence de ce qu'il y a de plus doux. Sur son visage même, on n'eût pu rien distinguer avec certitude. C'était une sorte d'étonnement hagard. Il regardait cela, voilà tout. Mais quelle était sa pensée? Il eût été impossible de le deviner. Ce qui était évident, c'est qu'il était ému et bouleversé. Mais de quelle nature était cette émotion? Son œil ne se détachait pas du vieillard. La seule chose qui se dégageait clairement de son attitude et de sa physionomie, c'était une étrange indécision. On eût dit qu'il hésitait entre les deux abîmes, celui où l'on se perd et celui où l'on se sauve. Il semblait prêt à briser ce crâne ou à baiser cette main. Au bout de quelques instants, son bras gauche se leva lentement vers son front, et il ôta sa casquette. Puis son bras retomba avec la même lenteur, et Jean Valjean rentra dans sa contemplation. Sa casquette dans la main gauche, sa massue dans la main droite, ses cheveux hérissés sur sa tête farouche. L'évêque continuait de dormir dans une paix profonde, sous ce regard effrayant. Un reflet de lune faisait confusément visible au-dessus de la cheminée le crucifix qui semblait leur ouvrir les bras à tous les deux, avec une bénédiction pour l'un et un pardon pour l'autre. Tout à coup, Jean Valjean remit sa casquette sur son front, puis marcha rapidement, le long du lit, sans regarder l'évêque, droit au placard qu'il entrevoyait près du chevet. Il leva le chandelier de fer, comme pour forcer la serrure. La clé y était. Il l'ouvrit. La première chose qui lui apparut fut le panier d'argenterie. Il le prit, traversa la chambre à grands pas, sans précaution, et sans s'occuper du bruit. Gagna la porte, rentra dans l'oratoire, ouvrit la fenêtre, saisit un bâton, enjamba l'appui du rez-de-chaussée, mit l'argenterie dans son sac, jeta le panier, franchit le jardin, sauta par-dessus le mur comme un tigre, et s'enfuit. Chapitre 12. L'évêque travaille. Le lendemain, au soleil levant, Monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin. Madame Magloire accourut vers lui toute bouleversée. « Monseigneur, monseigneur !» cria-t-elle. « Votre grandeur sait-elle où est le panier d'argenterie ?»« Oui, » dit l'évêque. « Jésus Dieu soit béni, » reprit-elle. « Je ne sais ce qu'il est devenu. » L'évêque venait de ramasser le panier dans une plate-bande. Il le présenta à Madame Magloire. « Le voilà. »« Eh bien, » dit-elle, « rien dedans? Et l'argenterie ?»« Ah, » répartit l'évêque, « c'est donc l'argenterie qui vous préoccupe. Je ne sais où elle est. »« Bon grand Dieu, elle est volée! C'est l'homme d'hier qui l'a volée !» En un clin d'œil, avec toute sa vivacité de vieille alerte, Madame Magloire courut à l'oratoire, entra dans l'alcôve et revint vers l'évêque. L'évêque venait de se baisser et considérait en soupirant un plan de cochléria d'aiguillon que le panier avait brisé en tombant à travers la plate-bande. Il se redressa au cri de Madame Magloire. « Monseigneur, l'homme est parti! L'argenterie est volée !» En poussant cette exclamation, ses yeux tombaient sur un angle du jardin où l'on voyait des traces d'escalade. Le chevron du mur avait été arraché. « Tenez, c'est par là qu'il est allé. Il a sauté dans la ruelle Cochefilet. Ah, l'abomination! Il nous a volé notre argenterie !» L'évêque resta un moment silencieux, puis leva son œil sérieux et dit à Madame Magloire avec douceur. « Et d'abord,
Cette argenterie était-elle à nous? Madame Magloire resta interdite. Il y eut encore un silence, puis l'évêque continua. Madame Magloire, je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qu'était-ce que cet homme? Un pauvre, évidemment. Hélas, Jésus, répartit madame Magloire. Ce n'est pas pour moi ni pour mademoiselle, ça nous est bien égal, mais c'est pour monseigneur. Dans quoi monseigneur va-t-il manger maintenant? L'évêque regarda d'un air étonné. Ah, ça. Est-ce qu'il n'y a pas de couvert d'étain? Madame Magloire haussa les épaules. L'étain a une odeur, mais hors des couverts de fer. Madame Magloire fit une grimace significative. Le fer a un goût. Eh bien, dit l'évêque, des couverts de bois. Quelques instants après, il déjeunait à cette même table où Jean Valjean s'était assis la veille. Tout en déjeunant, monseigneur Bienvenu faisait gaiement remarquer à sa sœur qui ne disait rien et à madame Magloire qui grommelait sourdement qu'il n'est nullement besoin d'une cuillère ni d'une fourchette, même en bois, pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait. Aussi a-t-on idée, disait madame Magloire toute seule en allant et venant, recevoir un homme comme cela et le loger à côté de soi, et quel bonheur encore qu'il n'ait fait que voler. Ah, mon Dieu, cela fait frémir quand on y songe. Le frère et la sœur allaient se lever de table, on frappa à la porte. Entrez, dit l'évêque. La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes, l'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur, dit-il. » À ce mot, Jean Valjean, qui était mort et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur » murmura-t-il. « C'est donc pas le curé ?»« Silence !» dit un gendarme. « C'est Monseigneur l'évêque. » Cependant, Monseigneur Bienvenu s'était approché aussi vivement que son avantage le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait est donc vrai? Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir, il avait votre argenterie. » « Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit? Je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici, c'est une méprise. »« Comme cela, reprit le brigadier, nous pouvons le laisser aller? »« Sans doute, reprit l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. « Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse ?» dit-il d'une voix presque inarticulée, comme s'il parlait dans le sommeil. « Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas ?» dit un gendarme. « Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les 2 femmes le regardaient, sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer pour le jardin. Vous pouvez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. » Puis, se tournant vers la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse. « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ses paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » Chapitre 13. Alors, petit résumé de ce qui se passe entre ce chapitre et le précédent. Plus tard sur la route, un enfant, nommé Petit Gervais, joue avec une pièce d'argent qu'il fait tomber. Perdu dans ses pensées, Jean Valjean pose le pied sur la pièce, mais sans la voir. L'enfant veut la récupérer, il insiste, Jean Valjean s'énerve, et comme il est trop préoccupé, il le chasse. Ce n'est que lorsque l'enfant part en pleurs que Jean Valjean aperçoit la pièce, et réalise trop tard qu'il a volé involontairement Petit Gervais. Il recommença à marcher, puis se mit à courir, et de temps en temps il s'arrêtait, et criait dans cette solitude, avec cette voix qui était ce qu'on pouvait entendre de plus formidable et de plus désolé. « Petit Gervais! Petit Gervais !» Certes, si l'enfant l'eût entendu, il eût eu peur et se fût bien gardé de se montrer, mais l'enfant était sans doute déjà bien loin. Il rencontra un prêtre qui était à cheval. Il alla à lui et lui dit « Monsieur le curé, avez-vous vu passer un enfant ?»« Non, dit le prêtre. »« Un nommé Petit Gervais. Je n'ai vu personne. » Il tira 2 pièces de 5 francs de sa sacoche et les remit au prêtre. « Monsieur le curé, voici pour vos pauvres. Monsieur le curé, c'est un petit d'environ 10 ans, qui a une marmotte, je crois, et une vielle. Il allait... un de ces savoyards, vous voyez ?»« Je ne l'ai point vu. »« Petit Gervais,
Il n'est point des villages d'ici, pouvez-vous me le dire? Si c'est comme vous dites, mon ami, c'est un petit enfant étranger. Cela passe dans le pays, on ne les connaît pas. Jean Valjean prit violemment 2 autres écus de 5 francs qu'il donna au prêtre. Pour vos pauvres, dit-il. Puis il ajouta avec égarement. Monsieur l'abbé, faites-moi arrêter, je suis un voleur. Le prêtre piqua les 2 et s'enfuit très effrayé. Jean Valjean se remit à courir dans la direction qu'il avait d'abord prise. Il fit de la sorte un assez long chemin, regardant, appelant, criant, mais il ne rencontra plus personne. 2 ou 3 fois, il courut dans la plaine vers quelque chose qui faisait l'effet d'un être couché ou accroupi. Ce n'était que des broussailles ou la roche à fleur de terre. Enfin, à un endroit où 3 sentiers se croisaient, il s'arrêta. La lune s'était levée. Il promena sa vue au loin, et il appela une dernière fois. « Petit Gervais! Petit Gervais! Petit Gervais !» Son cri s'éteignait dans la brume, sans même éveiller un écho. Il murmura encore « Petit Gervais !» mais d'une voix faible et presque inarticulée. Ce fut là son dernier effort. Ces derniers jarrets fléchirent brusquement sous lui, comme si une puissance invisible l'accablait tout à coup du poids de sa mauvaise conscience. Il tomba épuisé sur une grosse pierre, les poings dans ses cheveux et le visage dans ses genoux. Et il cria « Je suis un misérable !» Alors son cœur creva et il se mit à pleurer. C'était la première fois qu'il pleurait depuis 19 ans. Son cerveau était dans un de ces moments violents et pourtant affreusement calmes, où la rêverie est si profonde qu'elle absorbe la réalité. On ne voit plus les objets qu'on a devant soi, et l'on voit comme en dehors de soi les figures qu'on a dans l'esprit. Il se contempla, donc, pour ainsi dire, face à face, et en même temps à travers cette hallucination, il voyait dans une profondeur mystérieuse une sorte de lumière qui prit d'abord pour un flambeau. En regardant avec plus d'attention cette lumière qui paraissait à sa conscience, il reconnut qu'elle avait la forme humaine, et ce flambeau était l'évêque. Sa conscience considéra tour à tour ces 2 hommes ainsi placés devant elle, l'évêque et Jean Valjean. Il n'avait pas fallu moins que le premier pour détremper le second. Par de ces effets singuliers qui sont propres à des sortes d'extase, à mesure que sa rêverie se prolongeait, l'évêque grandissait et resplendissait à ses yeux. Jean Valjean s'amoindrissait et s'effaçait. À un certain moment, il ne fut plus qu'une ombre. Tout d'un coup, il disparut. L'évêque seul était dressé. Il remplissait toute l'âme de ce misérable d'un rayonnement magnifique. Jean Valjean pleura longtemps. Il pleura à chaudes larmes, il pleura à sanglots, avec plus de faiblesse qu'une femme, avec plus d'effroi qu'un enfant. Pendant qu'il pleurait, le jour se faisait de plus en plus dans son cerveau. Un jour extraordinaire, un jour ravissant et terrible à la fois. Sa vie passée, sa première faute, sa longue expiation, son abrutissement extérieur, son endurcissement intérieur, sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance, ce qui lui était arrivé chez l'évêque, la dernière chose qu'il avait faite, ce vol de 40 sous à un enfant, crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait après le pardon de l'évêque. Tout cela lui revint et lui apparut, clairement, mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vue jusque-là. Il regarda sa vie, et elle lui parut horrible, son âme, et elle lui parut affreuse. Cependant un jour doux était sur cette vie et sur cette âme. Il lui semblait qu'il voyait Satan à la lumière du paradis. Combien d'heures pleura-t-il ainsi? Que fit-il après avoir pleuré? Où allait-il? On ne l'a jamais su. Il paraît seulement avéré que dans cette même nuit, le voiturier qui faisait à cette époque le service de Grenoble, et qui arrivait à Digne vers 3 heures du matin, vit en traversant la rue de l'Évêché un homme dans l'attitude de la prière, à genoux sur le pavé, dans l'ombre, devant la porte de Monseigneur Bienvenu. Livre 3, Double Cloître. Dans ce chapitre, on nous présente un nouveau personnage, Fantine, qui est une jeune femme vivant à Paris. Fantine était un de ces êtres, comme il en éclot, pour ainsi dire, au fond du peuple. Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ordre social, elle avait au front le signe de l'anonymat et de l'inconnu. Elle était née à Montreuil-sur-Mer. De quels parents? Qui pourrait le dire? On ne lui a jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine? On ne lui a jamais connu d'autre nom. À l'époque de sa naissance, le directoire existait encore. Point de nom de famille, elle n'avait pas de famille. Point de nom de baptême, l'église n'était plus là. Elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra toute petite, allant pieds nus dans la rue. Elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait. On l'appela la petite Fantine, personne n'en savait davantage. Cette créature humaine était venue dans la vie comme cela. À 10 ans, Fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez les fermiers des environs. À 15 ans, elle vint à Paris, chercher fortune. Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. C'était une jolie blonde avec de belles dents. Elle avait l'or et les perles pour dot, mais son or était sur sa tête, et ses perles étaient dans sa bouche. Elle travailla pour vivre, puis, toujours pour vivre, car le cœur a sa fin aussi, elle aima. Elle aima Tholomyès. Sauf que cette histoire d'amour, c'est une petite amourette de passage pour lui et une énorme passion pour elle. Tholomyès quitte Fantine alors qu'elle porte leur enfant,
et après la naissance de la petite fille, Fantine décide de retourner à Montreuil-sur-Mer, sa ville natale, en espérant y trouver du travail. Et le chapitre suivant se déroule pendant son voyage entre Paris et Montreuil-sur-Mer. Livre 4. Une mère qui en rencontre une autre. Il y avait dans le premier quart de ce siècle, à Montfermeil, près de Paris, une façon de gargote qui n'existe plus aujourd'hui. Cette gargote était tenue par des gens appelés Thénardier, mari et femme. Elle était située dans la ruelle du boulanger. On voyait au-dessus de la porte une planche de bois clouée à plat sur le mur. Sur cette planche était peint quelque chose qui ressemblait à un homme portant sur son dos un autre homme, lequel avait de grosses épaulettes de général dorées avec de larges étoiles argentées. Des taches rouges figuraient du sang. Le reste du tableau était de la fumée et représentait probablement une bataille. Au bas, on lisait cette inscription « Au sergent de Waterloo ». À quelques pas, accroupie sur le sein de l'auberge, la mère, femme d'un aspect peu avenant du reste, mais touchante en ce moment-là, balançait les deux enfants au moyen d'une longue ficelle, les couvant des yeux de peur d'accident avec cette expression animale et céleste propre à la maternité. À chaque va-et-vient, les hideux anneaux jetaient un bruit strident qui ressemblait à un cri de colère. Les petites filles s'extasiaient, le soleil couchant se mêlait à cette joie, et rien n'était aussi charmant que ce caprice du hasard, qui avait fait d'une chaîne de titan une escarpolette de chérubin. Une femme était devant elle, à quelques pas. Cette femme, elle aussi, avait un enfant qu'elle portait dans ses bras. Elle portait en outre un assez gros sac de nuit qui semblait fort lourd. L'enfant de cette femme était un des plus divins êtres qu'on eût pu voir. C'est une fille de 2 ou 3 ans. Elle eût pu jouer avec les 2 autres dans la coquetterie de l'ajustement. Elle avait un bas volet de linge fin, des rubans à sa brassière et de la valencienne à son bonnet. Le pli de sa jupe relevée laissait voir sa cuisse blanche, potelée et ferme. Elle était admirablement rose et bien portante. La plus belle petite donnait l'envie de mordre dans les pommes de ses joues. On ne pouvait rien dire de ses yeux, sinon qu'ils étaient très grands et qu'ils avaient des cils magnifiques. Elle dormait. Elle dormait de ce sommeil d'absolue confiance propre à son âge. Les bras des mères sont faits de tendresse, les enfants y dorment profondément. Quant à la mère, l'aspect en était pauvre et triste. Elle avait la mise d'une ouvrière qui tend à redevenir paysanne. Elle était jeune, était-elle belle? Peut-être. Mais avec cette mise, il n'y paraissait pas. Ses cheveux, d'où s'échappait une mèche blonde, semblaient fort épais, mais disparaissaient sévèrement sous une coiffe de béguine, laide, serrée, étroite et nouée au menton. Le rire montre les belles dents quand on en a, mais elle ne riait point. Ses yeux ne semblaient pas être secs depuis très longtemps. Elle était pâle, elle avait l'air très lasse et un peu malade. Elle regardait sa fille endormie dans ses bras avec cet air particulier d'une mère qui nourrit son enfant. Un large mouchoir bleu comme ceux où se mouchent les invalides, plié en fichu, masquait lourdement sa taille. Elle avait les mains hâlées et toutes piquées de taches de rousseur, l'index durci et déchiqueté par l'aiguille, une mante brune de laine bourrue, une robe de toile et de gros souliers. C'était Fantine. C'était Fantine, difficile à reconnaître. Pourtant, à l'examiner attentivement, elle avait toujours sa beauté. Un pli triste, qui ressemblait à un commencement d'ironie, ridait sa joue droite. Quant à sa toilette, cette aérienne toilette de mousseline et de rubans qui semblait faite avec de la gaieté, de la folie et de la musique, pleine de gros lots et parfumée de lilas, elle s'était évanouie, comme ces beaux givres éclatants qu'on prend pour des diamants au soleil. Ils fondent et laissent la branche toute noire. « Vous avez là 2 jolis enfants, madame ?» Les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits. La mère leva la tête et remercia, et fit s'asseoir la passante sur le banc de la porte, elle-même étant sur le seuil. Les 2 femmes causèrent. « Je m'appelle madame Thénardier, » dit la mère des 2 petites. « Nous tenons cette auberge. » Cette madame Thénardier était une femme rousse, charnue, anguleuse, le type de femme à soldat dans toute sa disgrâce. Et, chose bizarre, avec un air penché qu'elle devait à ses lectures romanesques. C'était une minaudière hommasse. De vieux romans qui se sont éraillés sur des imaginations de gargotières ont ces effets-là. Elle était jeune encore, et elle avait à peine 30 ans. Si cette femme qui était accroupie se fût tenue droite, peut-être sa haute taille et sa carrure de colosse ambulant propre aux foires eussent-elles dès l'abord effarouché la voyageuse, troublé sa confiance, et fait évanouir ce que nous avons à raconter. Une personne qui est assise au lieu d'être debout. Les destinées tiennent à cela. La voyageuse raconta son histoire, un peu modifiée. Qu'elle était ouvrière, que son mari était mort, que le travail lui manquait à Paris, et qu'elle allait en chercher ailleurs, dans son pays, qu'elle avait quitté Paris le matin même, à pied, que, comme elle portait son enfant, se sentant fatiguée, ayant rencontré la voiture de Villemomble, elle y était montée, que de Villemomble elle était venue à Montfermeil à pied, que la petite avait un peu marché, mais pas beaucoup, c'est si jeune, et qu'il avait fallu la prendre, et que le bijou s'était endormi. Et sur ce mot, elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla. L'enfant ouvrit les yeux, de grands yeux bleus comme ceux de sa mère, et regarda, quoi? Rien. Tout. Avec cet air sérieux et quelquefois sévère des petits enfants, qui est un mystère de leur lumineuse innocence devant nos crépuscules de vertu. On dirait qu'ils se sentent anges et qu'ils nous savent hommes. Puis l'enfant se mit à rire, et,
quoique la mère la retint, glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir. Tout à coup elle aperçut les deux autres sur un balançoire, s'arrêta court et tira la langue, signe d'admiration. La mère Thénardier détacha ses filles, les fit descendre de l'escarpolette, et dit « Amusez-vous tous les trois !» Ces âges-là s'apprivoisent vite, et au bout d'une minute, les petits Thénardier jouaient avec la nouvelle venue à faire des trous dans la terre, plaisir immense. Cette nouvelle venue était très gaie, la bonté de la mère était écrite dans la gaieté du marmot. Elle avait pris un brin de bois qui lui servait de pelle, et elle creusait énergiquement une fosse bonne pour une mouche. Ce que fait le fossoyeur devient riant, fait par l'enfant. Les deux femmes continuent à causer. « Comment s'appelle votre mioche ?»« Cosette. »« Quel âge a-t-elle ?»« Elle va sur 3 ans. »« C'est comme mon aîné !» Cependant les trois petites filles étaient groupées dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude. Un événement avait lieu. Un gros ver venait de sortir de terre, et elles avaient peur, et elles étaient en extase. Leurs fronts radieux se touchaient, et on eût dit 3 têtes dans une auréole. « Les enfants !» s'écria la mère Thénardier. « Comme ça se connaît tout de suite. Les voilà qu'on jurait 3 sœurs. » Ce mot fut l'étincelle qu'attendait probablement l'autre mère. Elle saisit la main de la Thénardier, la regarda fixement et lui dit « Voulez-vous garder mon enfant ?» La Thénardier eut un de ces mouvements qui ne sont ni le consentement, ni le refus. La mère de Cosette poursuivit. « Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays. L'ouvrage ne le permet pas. Avec un enfant, on ne trouve pas à se placer. Ils sont si ridicules dans ce pays-là. C'est le bon Dieu qu'on m'ait fait passer devant votre auberge. Quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes, ça m'a bouleversé. J'ai dit, voilà une bonne mère, c'est ça fera 3 sœurs. Et puis, je ne serai pas longtemps à revenir. Voulez-vous me garder mon enfant ? » « Il faudrait voir, dit la Thénardier. Je paierai 6 sous par mois. » Ici, une voix d'homme cria du fond de la gargote. « Pas à moins de 7 francs, et payez 6 mois d'avance. 6 fois 7, 42, dit la Thénardier. Je les donnerai, dit la mère. Et 15 francs en dehors pour les premiers frais, ajouta la voix d'homme. Total 57 francs, dit madame Thénardier. Je les donnerai, dit la mère. J'ai 80 francs. Il me restera de quoi aller au pays, en allant à pied, je gagnerai de l'argent là-bas, et dès que j'en aurai un peu, je reviendrai chercher l'amour. La voix d'homme reprit. La petite a un trousseau ? C'est mon mari, dit la Thénardier. Sans doute elle a un trousseau, le pauvre trésor. J'ai bien vu que c'était votre mari. Et un beau trousseau encore, un trousseau insensé, tout par douzaines, et des robes de soie comme une dame. Il est dans mon sac de nuit. Il faudra le donner, répartit la voix d'homme. Je crois bien que je le donnerai, dit la mère. Ce serait cela qui serait drôle si je laissais ma fille toute nue. La face du maître apparut. C'est bon, dit-il. Le marché fut conclu. La mère passa la nuit à l'auberge, donna son argent et laissa son enfant, renoua son sac de nuit dégonflé du trousseau, et léger désormais, et partit le lendemain matin, comptant revenir bientôt. On arrange tranquillement ces départs-là, mais ce sont des désespoirs. Une voisine des Thénardier rencontra cette mère comme elle s'en allait, et revint en disant « Je viens de voir une femme qui pleure dans la rue, que c'est un déchirement !» Quand la mère de Cosette fut partie, l'homme dit à la femme « Cela va me payer mon effet de 110 francs qui échoua aux 2 mains. Il me manquait 50 francs. Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un protêt ? Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites. » « Sans m'en douter, dit la femme. Chapitre 3. L'Alouette. Il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer. La gargote allait mal. Grâce aux 57 francs de la voyageuse, Thénardier avait pu éviter un protêt et faire honneur à sa signature. Le mois suivant, ils eurent encore besoin d'argent. La femme porta à Paris et engagea au mont-de-piété le trousseau de Cosette pour une somme de 60 francs. Dès que cette somme fut dépensée, les Thénardier s'accoutumèrent à ne plus voir dans la petite fille qu'un enfant qu'ils avaient chez eux par charité, et la traitèrent en conséquence. Comme elle n'avait plus de trousseau, on l'habilla des vieilles jupes et des vieilles chemises des petites Thénardier, c'est-à-dire de haillons. On la nourrit des restes de tout le monde, un peu mieux que le chien et un peu plus mal que le chat. Le chat et le chien étaient du reste ses commensaux habituels. Cosette mangeait avec eux sous la table dans une écuelle de bois, pareille à la leur. La mère, qui s'était fixée comme on le verra plus tard à Montreuil-sur-Mer, écrivait, ou pour mieux dire, faisait écrire tous les mois, afin d'avoir des nouvelles de son enfant. Les Thénardier répondaient invariablement « Cosette est à merveille ». Les 6 premiers mois révolus, la mère envoya 7 francs pour le 7e mois, et continua assez exactement ses envois de mois en mois. L'année n'était pas finie que le Thénardier dit « Une belle grâce qu'elle nous fait là, que veut-elle que nous fassions avec ces 7 francs ?» Et il écrivit pour exiger 12 francs. La mère, à laquelle il persuadait que son enfant était heureuse et venait bien, se soumit, et envoya les 12 francs. Certaines natures ne peuvent aimer d'un côté sans haïr de l'autre. La mère Thénardier aimait passionnément ses 2 filles à elle, ce qui fit qu'elle détesta l'étrangère. Il est triste de songer que l'amour d'une mère peut avoir de vilains aspects. Si peu de place que Cosette tint chez elle, il lui semblait que cela était pris au sien, et que cette petite diminuait l'air que ses filles respiraient. Cette femme, comme beaucoup de femmes de la sorte,
avait une somme de caresses et une somme de coups et d'injures à dépenser chaque jour. Si elle n'avait pas eu Cosette, il est certain que ses filles, idolâtrées qu'elles étaient, auraient tout reçu. Mais l'étrangère leur rendu leur service de détourner les coups sur elles. Ses filles n'eurent que les caresses. Cosette ne faisait pas un mouvement qui ne fit pleuvoir sur sa tête une grêle de châtiments violents et immérités. 12 êtres faibles qui ne devaient rien comprendre à ce monde ni à Dieu, sans cesse punis, grondés, rudoyés, battus, et voyant à côté d'elle 2 petites créatures comme elle, qui vivaient dans un rayon d'aurore. La Thénardier étant méchante pour Cosette, Éponine et Alzelma furent méchantes. Les enfants à cet âge-là ne sont que des exemplaires de la mère. Le format est plus petit, voilà tout. Une année s'écoula, puis une autre. On disait dans le village, les Thénardier sont des braves gens, ils ne sont pas riches, et ils élèvent un pauvre enfant qu'on a abandonné chez eux. On croyait Cosette oubliée par sa mère. Cependant le Thénardier, ayant appris par on ne sait quel moyen obscur que l'enfant était probablement bâtard et que la mère ne pouvait l'avouer, exigea 15 francs par mois, disant que la créature grandissait et mangeait, et menaçant de la renvoyer. « Qu'elle ne m'embête pas !» s'écriait-il. « Je lui bombarde son mioche tout au milieu de ses cachotteries. Il me faut de l'augmentation !» La mère paya les 15 francs. D'année en année, l'enfant grandit, et sa misère aussi. Tant que Cosette fut toute petite, elle fut le souffre-douleur des 2 autres enfants. Dès qu'elle se mit à développer un peu, c'est-à-dire avant même qu'elle eût 5 ans, elle devint la servante de la maison. 5 ans, dira-t-on, c'est invraisemblable. Hélas, c'est vrai. La souffrance sociale commence à tout âge. N'avons-nous pas vu récemment le procès d'un nommé Dumollard, orphelin devenu bandit, qui dès l'âge de 5 ans, disent les documents officiels, étant seul au monde, travaillait pour vivre et volait. On fit faire à Cosette les commissions, balayer les chambres, la cour, la rue, laver la vaisselle, porter même les fardeaux. Les Thénardier se crurent d'autant plus autorisés à agir ainsi que la mère, qui était toujours à Montreuil-sur-Mer, commença à mal payer. Quelques mois restèrent en souffrance. Si cette mère fut revenue à Montfermeil au bout de ces 3 années, elle n'eut point reconnu son enfant. Cosette, si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison, était maintenant maigre et blême. Elle avait je ne sais quelle allure inquiète, sournoise, disaient les Thénardier. L'injustice l'avait faite hargneuse et la misère l'avait rendue laide. Il ne restait plus que ses beaux yeux qui faisaient peine, parce que, grands comme ils étaient, il semblait qu'on vît une grande quantité de tristesse. C'était une chose navrante de voir, l'hiver, ce pauvre enfant qui n'avait pas encore 6 ans, grelottant sous de vieilles loques de toile trouée, balayer la rue avant le jour avec un énorme balai dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. Dans le pays, on l'appelait l'Alouette. Le peuple, qui aime les figures, s'était plu à nommer de ce nom ce petit être pas plus grand qu'un oiseau, tremblant, effarouché et frissonnant, éveillé le premier chaque matin dans la maison et dans le village, toujours dans la rue ou dans les champs avant l'aube. Seulement la pauvre Alouette ne chantait jamais. Livre 5, premier chapitre. L'histoire d'un progrès dans les verroteries noires. Cette mère, cependant, qui, au dire des gens de Montfermeil, semblait avoir abandonné son enfant, que devenait-elle? Où était-elle? Que faisait-elle? Après avoir laissé sa petite Cosette aux Thénardier, elle avait continué son chemin et était arrivée à Montreuil-sur-Mer. C'était, on se le rappelle, en 1818. Fantine avait quitté sa province depuis une dizaine d'années. Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect. Tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère, sa ville natale avait prospéré. Depuis 2 ans environ, s'y était accompli un de ces faits industriels qui sont les grands événements des petits pays. Ce détail importe, et nous croyons utile de le développer. Nous dirons presque de le souligner. De temps immémorial, Montreuil-sur-Mer avait pour industrie spéciale l'imitation des jets anglais et des verroteries noires d'Allemagne. Cette industrie avait toujours végété à cause de la cherté des matières premières qui réagissaient sur la main-d'œuvre. Au moment où Fantine revint à Montreuil-sur-Mer, une transformation inouïe s'était opérée dans cette production des articles noirs. Vers la fin de 1815, un homme, un inconnu, était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme laque à la résine, et, pour les bracelets en particulier, les coulants en tôle simplement rapprochés aux coulants en tôle soudés. Ce tout petit changement avait été une révolution. Ce tout petit changement, en effet, avait prodigieusement réduit le prix de la matière première, ce qui avait permis, premièrement, d'élever le prix de la main-d'œuvre, bien fait pour le pays, deuxièmement, d'améliorer la fabrication, avantage pour le consommateur, troisièmement, de vendre un meilleur marché tout en triplant le bénéfice, profit pour le manufacturier. Ainsi, pour une idée, 3 résultats. En moins de 3 ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche, ce qui est bien, et avait tout fait riche autour de lui, ce qui est mieux. Il était étranger au département. De son origine, on ne savait rien, de ses commencements, peu de choses. On comptait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent, quelques centaines de francs tout au plus.
c'est de ce mince capital mis au service d'une idée ingénieuse, fécondée par l'ordre et par la pensée, qu'il avait tiré sa fortune et la fortune de tout ce pays. À son arrivée à Montreuil-sur-Mer, il n'avait que les vêtements, la tournure et le langage d'un ouvrier. Il paraît que, le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville de Montreuil-sur-Mer, à la tombée d'un soir de décembre, le sac à dos et le bâton d'épine à la main, un gros incendie venait d'éclater à la maison commune. Cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé, au péril de sa vie, 2 enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie, ce qui faisait qu'on n'avait pas songé à lui demander son passeport. Depuis lors, on avait su son nom, il s'appelait le père Madeleine. Chapitre 2. Madeleine. C'est un homme d'environ 50 ans, qui avait l'air préoccupé et qui était bon. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Grâce au rapide progrès de cette industrie qu'il avait si admirablement remaniée, Montreuil-sur-Mer, pour ce commerce, faisait presque concurrence à Londres et à Berlin. Les bénéfices du père Madeleine étaient tels que, dès la 2e année, il avait pu bâtir une grande fabrique, dans laquelle il avait 2 vastes ateliers, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Quiconque avait faim pouvait s'y présenter, et était sûr de trouver là de l'emploi et du pain. Le père Madeleine demandait aux hommes de la bonne volonté, aux femmes des mœurs pures, et à tous de la probité. Il avait divisé les ateliers afin de séparer les sexes, et que les filles et les femmes puissent rester sages. Sur ce point, il était inflexible. C'était le seul où il fut en quelque sorte intolérant. Il était d'autant plus fondé à cette sévérité que Montreuil-sur-Mer était une ville de garnison, les occasions de corruption abondaient. Du reste, sa venue avait été un bienfait, et sa présence était une providence. Avant l'arrivée du père Madeleine, tout languissait dans le pays. Maintenant, tout y vivait de la vie saine du travail. Une forte circulation échauffait tout et pénétrait partout. Le chômage et la misère étaient inconnus. Il n'y avait pas de poche si obscure où il n'y eut un peu d'argent, pas de logis si pauvre où il n'y eut un peu de joie. Le père Madeleine employait tout le monde, il n'exigeait qu'une chose, soyez honnête homme, soyez honnête fille. Comme nous l'avons dit, au milieu de cette activité dont il était la cause et le pivot, le père Madeleine faisait sa fortune. Mais, chose assez singulière pour un simple homme de commerce, il ne paraissait point que ce fût là son principal souci. Il semblait qu'il songeât beaucoup aux autres et peu à lui. En 1820, on lui connaissait une somme de 600 000 francs. Il avait dépensé plus d'1 million pour la ville et pour les pauvres. L'hôpital était mal doté. Il avait fondé 2 lits. Montreuil-sur-Mer était divisé en ville haute et en ville basse. La ville basse qu'il habitait n'avait qu'une école, méchante masure qui tombait en ruine. Il en avait construit 2, une pour les filles, l'autre pour les garçons. Il allouait de ses deniers aux 2 instituteurs une indemnité double de leur maigre traitement officiel. Et un jour, à quelqu'un qui s'en étonnait, il dit « Les 2 premiers fonctionnaires de l'État, c'est la nourrice et le maître d'école. » Il avait créé de ses frais une salle d'asile, chose alors presque inconnue en France, et une caisse de secours pour les ouvriers vieux et infirmes. Sa manufacture étant un centre, un nouveau quartier où il avait bon nombre de familles indigentes avait rapidement surgi autour de lui. Il y avait établi une pharmacie gratuite. En 1820, 5 ans après son arrivée à Montreuil-sur-Mer, les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants, le vœu de la contrée fut tellement unanime que le roi le nomma le nouveau maire de la ville. Il refusa encore, mais le préfet résista à son refus. Tous les notables vinrent le prier. Le peuple, en pleine rue, le suppliait. L'insistance fut si vive qu'il finit par accepter. On remarqua que ce qui parut surtout le déterminer, ce fut l'apostrophe presque irritée d'une vieille femme du peuple qui lui cria du seuil de sa porte avec humeur « Un bon maire, c'est utile! Est-ce qu'on recule devant du bien quand on peut faire ?» Ce fut là la 3e phase de son ascension. Le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine devint Monsieur le maire. Chapitre 5. Vagues éclairs à l'horizon. Avec le temps, toutes les oppositions étaient tombées. Il y avait eu d'abord contre Monsieur Madeleine, sorte de loi que subissent toujours ceux qui s'élèvent, des noirceurs et des calomnies. Puis ce ne fut plus que des méchancetés, puis ce ne fut plus que des malices, puis cela s'évanouit tout à fait. Le respect devint complet, unanime, cordial, et il arriva un moment, vers 1821, où ce mot « Monsieur le maire » fut prononcé à Montreuil-sur-Mer presque du même accent que ce mot « Monseigneur l'évêque » était prononcé à Digne en 1815. On venait de 10 lieues à la ronde consulter Monsieur Madeleine. Il terminait les différends, il empêchait les procès, il réconciliait les ennemis. Chacun le prenait pour juge de son bon droit, il semblait qu'il eût pour âme le livre de la loi naturelle. Ce fut comme une contagion de vénération qui, en 6 ou 7 ans, de proche en proche, gagna tout le pays. Un seul homme, dans la ville et dans l'arrondissement, se déroba absolument à cette contagion. Et, quoi que fît le père Madeleine, y demeura rebelle, comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable l'éveillait et l'inquiétait. Souvent, quand Monsieur Madeleine passait dans une rue, calme, affectueux, entouré des bénédictions de tous,
Il arrivait qu'un homme de haute taille, vêtu d'une redingote gris de fer, armé d'une grosse canne et coiffé d'un chapeau rabattu, se retournait brusquement derrière lui, et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu, croisant les bras, secouant lentement la tête et haussant sa lèvre supérieure avec sa lèvre inférieure jusqu'à son nez, sorte de grimace significative qui pourrait se traduire par « Mais qu'est-ce que cet homme-là? Pour sûr, je l'ai vu quelque part. En tout cas, je ne suis pas sa dupe. » Ce personnage, grave, d'une gravité presque menaçante, était de ceux qui, même rapidement entrevus, préoccupent l'observateur. Il se nommait Javert et il était de la police. Il remplissait à Montreuil-sur-Mer les fonctions pénibles mais utiles d'inspecteur. Il n'avait pas vu les commencements de Madeleine. Javert devait le poste qu'il occupait à la protection de M. Chabouillet, le secrétaire du ministre d'État, comte d'Anglès, alors préfet de police à Paris. Quand Javert était arrivé à Montreuil-sur-Mer, la fortune du grand manufacturier était déjà faite, et le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine. Certains officiers de police ont une physionomie à part, et qui se complique d'un air de bassesse mêlé d'un air d'autorité. Javert avait cette physionomie, moins la bassesse. Javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères. En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais. Il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux classes d'hommes, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Il n'avait le choix qu'entre ces deux classes. En même temps, il se sentait je ne sais quel fond de rigidité, de régularité, de probité, compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohèmes dont il était. Il entra dans la police, il y réussit. À 40 ans, il était inspecteur. Il avait dans sa jeunesse été employé dans les prisons du Midi. La face humaine de Javert consistait en un nez camard, avec deux profondes narines vers lesquelles montaient sur ses deux joues d'énormes favoris. On se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces deux forêts et ces deux cavernes. Quand Javert riait, ce qui était rare et terrible, ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents, mais ses gencives, et il se faisait autour de son nez un plissement épaté et sauvage, comme sur un mufle de bête fauve. Javert, sérieux, était un dogue. Lorsqu'il riait, c'était un tigre. Du reste, peu de crâne, beaucoup de mâchoire, les cheveux cachant le front et tombant sur les sourcils, entre les deux yeux d'un froncement central permanent, comme une étoile de colère, le regard obscur, la bouche pincée et redoutable, l'air du commandement féroce. Cet homme était composé de deux sentiments très simples et relativement très bons, mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer, le respect de l'autorité, la haine de la rébellion. Et à ses yeux, le vol, le meurtre, tous les crimes n'étaient que des formes de la rébellion. Il enveloppait dans une sorte de foi aveugle et profonde tout ce qui a une fonction dans l'État, depuis le Premier ministre jusqu'au garde champêtre. Il couvrait de mépris, d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal. Il était absolu et n'admettait pas d'exception. D'une part, il disait « Le fonctionnaire ne peut se tromper, le magistrat n'a jamais tort ». D'autre part, il disait « Ceux qui sont irrémédiablement perdus, rien de bon n'en peut sortir ». Il partageait pleinement l'opinion de ces esprits extrêmes qui attribuent à la loi humaine je ne sais quel pouvoir de faire ou, si l'on veut, de constater des démons et qui mettent un Styx au bas de la société. Il était stoïque, sérieux, austère, rêveur triste, humble et hautain comme les fanatiques. Son regard était une vrille, cela était froid et cela perçait. Toute sa vie tenait dans ces deux mots, veiller et surveiller. Il avait introduit la ligne droite dans ce qu'il y a de plus tortueux au monde. Il avait la conscience de son utilité, la religion de ses fonctions, et il était espion comme on est prêtre. Malheur à qui tombait sous sa main. Il eût arrêté son père s'évadant du bagne et dénoncé sa mère en rupture de ban. Et il l'eût fait avec cette sorte de satisfaction intérieure que donne la vertu. Avec cela, une vie de privation, d'isolement, d'abnégation, la chasteté, jamais une distraction. C'était le devoir implacable, la police comprise comme les Spartiates comprenaient Sparte, un guet impitoyable, une honnêteté farouche, un mouchard marmoréen, Brutus dans Vidocq. Toute la personne de Javert exprimait l'homme qui épie et qui se dérobe. Javert était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine, œil plein de soupçons et de conjectures. M. Madeleine avait fini par s'en apercevoir, mais il sembla que cela fût insignifiant pour lui. Il ne fit pas même une question à Javert, il ne le cherchait ni ne l'évitait. Il portait, sans paraître y faire attention, ce regard gênant et presque pesant. Il traitait Javert comme tout le monde, avec aisance et bonté.
Chapitre 6. Le père Fauchelevent. Monsieur Madeleine passait un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer. Il entendit du bruit et vit un groupe à quelque distance. Il y alla. Un vieux homme, nommé le père Fauchelevent, venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu. Ce Fauchelevent était un des rares ennemis qu'eut encore monsieur Madeleine à cette époque. Lorsque Madeleine était arrivé dans le pays, Fauchelevent, ancien tabellion et paysan presque lettré, avait un commerce qui commençait à aller mal. Fauchelevent avait vu ce simple ouvrier qui s'enrichissait, tandis que lui, maître, se ruinait. Cela l'avait rempli de jalousie, et il avait fait ce qu'il avait pu en toute occasion pour nuire à Madeleine. Puis la faillite était venue, et, vieux, n'ayant plus à lui qu'une charrette et un cheval, sans famille et sans enfants du reste, pour vivre, il s'était fait charretier. Le cheval avait les 2 cuisses cassées et ne pouvait plus se relever. Le vieillard était engagé entre les roues. La chute avait été tellement malheureuse que toute la voiture pesait sur sa poitrine. La charrette était assez lourdement chargée. Le père Fauchelevent poussait des râles lamentables. On avait essayé de le tirer, mais en vain. Un effort désordonné, une aide maladroite, une secousse à faux pouvaient l'achever. Il était impossible de le dégager autrement qu'en soulevant la voiture par-dessous. Javert, qui était survenu au moment de l'accident, avait envoyé chercher un cric. Monsieur Madeleine arriva, on s'écarta avec respect. « À l'aide !» criait le vieux Fauchelevent. « Qui est-ce qui tape mon enfant pour sauver le vieux ?» Monsieur Madeleine se tourna vers les assistants. « A-t-on un cric ?»« On est allé en quérir un, » répondit un paysan. « Dans combien de temps l'aura-t-on ?»« On est allé au plus près, au lieu Flachot, où il y a un maréchal, mais c'est égal, il faudra bien un bon quart d'heure. »« Un quart d'heure !» s'écria Madeleine. Il avait plu la veille, le sol était détrempé, la charrette s'enfonçait dans la terre à chaque instant, et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux charretier. Il était évident qu'avant 5 minutes, il aurait les côtes brisées. « Il est impossible d'attendre un quart d'heure, » dit Madeleine aux paysans qui regardaient. « Il faut bien, mais il ne sera plus temps, voyez bien que la charrette s'enfonce. Dame !»« Écoutez, » reprit Madeleine, « il y a encore assez de place sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos. Rien qu'une demi-minute, et l'on tirera le pauvre homme. Y a-t-il quelqu'un qui ait des reins et du cœur ? 5 louis d'or à gagner. » Personne ne bougea dans le groupe. « 10 louis !» dit Madeleine. Les assistants baissaient les yeux. L'un d'eux murmura. « Faudrait être diablement fort, et puis on risque de se faire écraser. »« Allons !» recommença Madeleine. « 20 louis !» Même silence. « Ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque, » dit une voix. Monsieur Madeleine se retourna et reconnut Javert. Il ne l'avait pas aperçu en arrivant. Javert continua. « C'est la force. Il faudrait être un terrible homme pour faire la chose et lever une voiture comme cela sur son dos. » Puis, regardant fixement monsieur Madeleine, il poursuivit en appuyant sur chacun des mots qu'il prononçait. « Monsieur Madeleine, je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là. » Madeleine tressaillit. Javert ajouta avec un air d'indifférence, mais sans quitter des yeux Madeleine. « C'était un forçat. »« Ah !» dit Madeleine. « Du bagne de Toulon. » Madeleine devint pâle. Cependant la charrette continuait de s'enfoncer lentement. Le père Fauchelevent râlait et hurlait. « J'étouffe ! Ça brise les côtes, un cri, quelque chose ah !» Madeleine regarda autour de lui. « Il n'y a donc personne qui veuille gagner 20 louis et sauver la vie de ce pauvre vieux ?» Aucun des assistants ne remua. Javert reprit. « Je n'ai connu qu'un homme qui put remplacer un cric. C'était ce forçat. »« Ah, voilà que ça m'écrase !» cria le vieillard. Madeleine leva la tête, rencontra l'œil de faucon de Javert, toujours attaché sur lui, regarda les paysans, immobiles, et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tomba à genoux, et avant même que la foule eût le temps de jeter un cri, il était sous la voiture. Il y eut un affreux moment d'attente et de silence. On vit Madeleine, presque à plat ventre, sous ce poids effrayant, essayer 2 fois en vain de rapprocher ses coudes et ses genoux. On lui cria « Père Madeleine, retirez-vous de là !» Le vieux Fauchelevent lui-même lui dit « Monsieur Madeleine, allez-vous-en, c'est qu'il faut que je meure, voyez-vous, laissez-moi, vous allez vous faire écraser aussi !» Madeleine ne répondit pas. Les assistants haletaient. Les roues avaient continué de s'enfoncer, et il était déjà devenu presque impossible que Madeleine sortît de dessous la voiture. Tout à coup, on vit l'énorme masse s'ébranler. La charrette se soulevait lentement, les roues sortaient à demi de l'ornière. On entendit une voix étouffée qui criait « Dépêchez-vous, aidez !» C'était Madeleine qui venait de faire un dernier effort. Ils se précipitèrent. Le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage à tous. La charrette fut enlevée par 20 bras. Le vieux Fauchelevent était sauvé. Madeleine se releva. Il était blême, quoique ruisselant de sueur. Ses habits étaient déchirés et couverts de boue. Tous pleuraient. Le vieillard lui baisait les genoux et l'appelait le bon Dieu. Lui, il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste. Et il fixait son œil tranquille sur Javert,
qui le regardait toujours. Chapitre 10. Suite du succès. Donc dans le chapitre précédent, une femme qui travaille au même atelier que Fantine découvre l'existence de Cosette, ce qui fait que Fantine est renvoyée des ateliers de Monsieur Madeleine, car c'est une mère célibataire, et donc selon la moralité de cette époque, une femme mauvaise. Elle se retrouve donc sans emploi. Elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver. L'été se passa, mais l'hiver revint. Jour court, moins de travail. L'hiver, point de chaleur, point de lumière, point de midi. Le soir touche au matin, brouillard, crépuscule. La fenêtre est grise, on n'y voit pas clair. Le ciel est un soupirail. Toute la journée est une cave. Le soleil a l'air d'un pauvre. L'affreuse saison. L'hiver change en pierre l'eau du ciel et le cœur de l'homme. Ses créanciers la harcelaient. Fantine gagnait trop peu. Ses dépenses avaient grossi. Les Thénardier, mal payés, lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait. Un jour, ils lui écrivirent que la petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine, et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Elle reçut la lettre, et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue, et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donneriez-vous » dit-elle. « 10 francs !» Elle acheta une jupe de tricot et l'envoya aux Thénardier. Cette jupe fit les Thénardier furieux. C'était de l'argent qu'ils voulaient. Ils donnèrent la jupe à Éponine. La pauvre Alouette continuait de frissonner. Fantine pensa. Mon enfant n'a plus froid. Je l'ai habillé de mes cheveux. Elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lesquels elle était encore jolie. Un travail ténébreux se faisait dans le cœur de Fantine. Quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer, elle commença à tout prendre en haine autour d'elle. Elle avait longtemps partagé la vénération de tous pour le père Madeleine. Cependant, à force de se répéter que c'était lui qui l'avait chassée et qu'il était la cause de son malheur, elle en vint à le haïr lui aussi, lui surtout. Quand elle passait devant la fabrique aux heures où les ouvriers sont à la porte, elle affectait de rire et de chanter. Une vieille ouvrière, qui la vit une fois chanter et rire de cette façon, dit « Voilà une fille qui finira mal. » Elle prit un amant, le premier venu, un homme qu'elle n'aimait pas, par bravade, avec la rage dans le cœur. C'est un misérable, une espèce de musicien mendiant, un oisif gueux, qui la battait et qui la quitta comme il l'avait pris, avec dégoût. Elle adorait son enfant. Plus elle descendait, plus tout devenait sombre autour d'elle, plus ce petit ange rayonnait dans le fond de son âme. Elle disait « Quand je serai riche, j'aurai ma Cosette avec moi. » Et elle riait. La toux ne la quittait pas, et elle avait des sueurs dans le dos. Un jour, elle reçut des Thénardier une lettre ainsi conçue. Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays, une fièvre militaire qu'ils appellent. Il faudrait donc cher, cela nous ruine, et nous ne pouvons plus payer. Si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. Elle se mit à rire aux éclats, et elle dit à sa vieille voisine, « Ah, qu'ils sont bons, 40 francs, que ça fait 2 Napoléons. Où veulent-ils que je les prenne? Sont-ils bêtes, ces paysans ?» Cependant, elle alla dans l'escalier près d'une lucarne et relut cette lettre. Puis elle descendit l'escalier, et sortit en courant et en sautant, riant toujours. Quelqu'un qui la rencontra lui dit « Qu'est-ce que vous avez donc à être si gai ?» Elle répondit « C'est une bonne bêtise que viennent m'écrire des gens de la campagne. Ils me demandent 40 francs. Paysan, va. » Comme elle passait sur la place, elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre, sur l'impériale de laquelle pérorait tout debout un homme vêtu de rouge. C'était un bateleur dentiste en tournée, qui offrait au public des râteliers complets, des opiats, des poudres et des élixirs. Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les autres de cette harangue où il y avait de l'argot pour la canaille et du jargon pour les gens comme il faut. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup « Vous avez de jolies dents, la fille qui riait, là. Si vous voulez me vendre vos 2 palettes, je vous donne de chaque un louis d'or. » « Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?» demanda Fantine. « Les palettes, reprit le professeur dentiste, c'est les dents de devant, les 2 d'en haut. »« Quelle horreur !» s'écria Fantine. « 2 Napoléons !» grommela une vieille édentée qui était là. « Qu'en voilà une qui est heureuse !» Fantine s'enfuit et se boucha les oreilles pour ne pas entendre la voix enrouée de l'homme qui lui criait « Réfléchissez, la belle 2 Napoléons, ça peut servir. Si le cœur vous en dit, venez ce soir à l'auberge du Tillac d'Argent. Vous m'y trouverez. » Fantine rentra. Elle était furieuse et conta la chose à sa bonne voisine Marguerite. « Comprenez-vous? Ne voilà pas un abominable homme? Comment laisse-t-on les gens comme cela aller dans le pays? M'arracher mes 2 dents de devant? Mais je serais horrible. Les cheveux repoussent, mais les dents... Oh, le monstre d'homme. J'aimerais mieux me jeter d'un 5e, la tête la première sur le pavé. Il m'a dit qu'il serait ce soir au Tillac d'Argent. »« Et qu'est-ce qu'il offrait ?» demanda Marguerite. « 2 Napoléons. Cela fait 40 francs. »« Oui, dit Fantine, cela fait 40 francs. »
Elle resta pensive et se mit à son ouvrage. Au bout d'un quart d'heure, elle quitta sa couture et alla relire la lettre des Thénardier sur l'escalier. En rentrant, elle dit à Marguerite qui travaillait près d'elle: « Qu'est-ce que c'est donc cela, une fièvre militaire? Savez-vous » ? « Oui, répondit la vieille fille, c'est une maladie. » « Ça a donc besoin de beaucoup de drogues ?»« Ah, des drogues terribles. Où ça vous prend-il ?»« C'est une maladie qu'on a comme ça. »« Ça attaque donc les enfants ?»« Surtout les enfants. »« Est-ce qu'on en meurt ?»« Très bien, dit Marguerite. » Fantine sortit et alla encore une fois relire la lettre sur l'escalier. Le soir, elle descendit, et on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de Paris, où sont les auberges. Le lendemain matin, comme Marguerite entrait dans la chambre de Fantine avant le jour, car elles travaillaient toujours ensemble, et que de cette façon on n'allumait qu'une chandelle pour deux, elle trouva Fantine, assise sur son fil, pâle, glacée. Elle ne s'était pas couchée. Son bonnet était tombé sur ses genoux, la chandelle avait brûlé toute la nuit et était presque entièrement consumée. Marguerite s'arrêta sur le seuil, pétrifiée de cet énorme désordre, et s'écria: « Seigneur, la chandelle est toute brûlée! Il s'est passé des événements !» Puis elle regarda Fantine qui tournait vers elle sa tête sans cheveux. Fantine, depuis la veille, avait vieilli de 10 ans. « Jésus !» fit Marguerite. « Qu'est-ce que vous avez, Fantine ?»« Je n'ai rien, » répondit Fantine. « Au contraire, mon enfant ne mourra pas de cette affreuse maladie faute de secours. Je suis contente. » En parlant ainsi, elle montrait à la vieille fille 2 Napoléons qui brillaient sur la table. « Oh, Jésus Dieu !» dit Marguerite. « Mais c'est une fortune! Où avez-vous trouvé ces louis d'or ?»« Je les ai eus, » répondit Fantine. En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant, une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche. Les 2 dents étaient arrachées. Elle envoya les 40 francs à Montfermeil. Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Depuis longtemps, elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sur le toit, un de ces galetas dont le plafond fait angle avec le plancher et vous heurte à chaque instant la tête. Le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée qu'en se courbant de plus en plus. Elle n'avait plus de lit, il lui restait une loque qu'elle appela sa couverture, un matelas à terre et une chaise dépaillée, un petit rosier qu'elle avait fait dessécher dans un coin, oublié. Dans l'autre, il y avait un pot à beurre pour mettre l'eau, qui gelait l'hiver, et où les différents niveaux de l'eau restaient longtemps marqués par des cercles de glace. Elle avait perdu la honte, elle perdit la coquetterie. Dernier signe. Elle sortait avec des bonnets sales, soit faute de temps, soit indifférence, elle ne raccommodait plus son linge. À mesure que les talons s'usaient, elle tirait ses bas dans ses... Cela se voyait de certains plis perpendiculaires. Elle rapiéçait son corset, vieux et usé, avec des morceaux de calicot qui se déchiraient au moindre mouvement. Les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos. Elle les trouvait dans la rue, elle les retrouvait dans son escalier. Elle passait des nuits à pleurer et à songer. Elle avait les yeux très brillants, et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule, vers le haut de l'omoplate gauche. Elle toussait beaucoup. Elle haïssait profondément le père Madeleine, et ne se plaignait pas. Elle cousait 17 heures par jour. Mais un entrepreneur du travail des prisons qui faisait travailler les prisonnières au rabais fit tout à coup baisser les prix, ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous. 17 heures de travail et 9 sous par jour. Ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais. Le fripier qui avait repris presque tous les meubles lui disait sans cesse « Qu'en paieras-tu, coquine ?» Que voulait-on d'elle, bon Dieu ? Elle se sentait traquée, et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche. Vers le même temps, le Thénardier lui écrivit que décidément, il avait attendu avec trop de bonté, et qu'il lui fallait 100 francs, tout de suite, sinon il mettrait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait, et qu'elle creverait si elle voulait. 100 francs, songea Fantine, mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour ? Allons, dit-elle, vendons le reste. L'infortunée se fit fille publique. Chapitre 11. Christus nos liberavit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine ? C'est la société achetant une esclave. À qui ? À la misère, à la faim, au froid, à l'isolement, à l'abandon, au dénuement. Marché douloureux, une âme pour un morceau de pain, la misère offre, la société accepte. La sainte loi de Jésus-Christ gouverne nos civilisations, mais elle ne la pénètre pas encore. On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur la femme et s'appelle prostitution. Il pèse sur la femme, c'est-à-dire sur la grâce, sur la faiblesse, sur la beauté, sur la maternité. Ceci n'est pas une des moindres hontes de l'homme. Au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés, il ne reste plus rien à Fantine de ce qu'elle a été autrefois. Elle est devenue marbre en devenant boue. Qui la touche a froid.
Elle passe, elle vous subit, et elle vous ignore. Elle est la figure déshonorée et sévère. La vie et l'ordre social lui ont dit leurs derniers mots. Il lui est arrivé tout ce qui lui arrivera. Elle a tout ressenti, tout supporté, tout éprouvé, tout souffert, tout perdu, tout pleuré. Elle est résignée, de cette résignation qui ressemble à de l'indifférence, comme la mort ressemble au sommeil. Elle n'évite plus rien, elle ne craint plus rien. Tombe sur elle toute la nuée, et passe sur elle tout l'océan. Que lui importe? C'est une éponge imbibée. Elle le croit du moins. Mais c'est une erreur de s'imaginer qu'on épuise le sort et qu'on touche le fond de quoi que ce soit. Hélas, qu'est-ce que toutes ces destinées ainsi poussées pêle-mêle? Vont-elles? Pourquoi sont-elles ainsi? Celui qui sait tout cela voit toute l'ombre. Il est seul. Il s'appelle Dieu. Livre 7, chapitre 3. Une tempête sous un crâne. Le lecteur a sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience. Le moment est venu d'y regarder encore. Nous ne le faisons pas sans émotion et sans tremblement. Il n'existe rien de plus terrifiant que cette sorte de contemplation. L'œil de l'esprit ne peut trouver nulle part plus d'éblouissement ni plus de ténèbres que dans l'homme. Il ne peut se fixer sur aucune autre chose qui soit plus redoutable, plus compliquée, plus mystérieuse et plus infinie. Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. Nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure du petit Gervais. À partir de ce moment, on l'a vu, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Ce fut plus qu'une transformation, ce fut une transfiguration. Il réussit à disparaître, vendit l'argenterie de l'évêque, ne gardant que les flambeaux, comme souvenir, se glissa de ville en ville, traversa la France, vint à Montreuil-sur-Mer, eut l'idée que nous avons dite, accomplit ce que nous avons raconté, parvint à se faire insaisissable et inaccessible, et, désormais établi à Montreuil-sur-Mer, heureux de sentir sa conscience attristée par son passé, et la première moitié de son existence démentie par la dernière, il vécut paisible, rassuré et espérant, n'ayant plus que deux pensées, cacher son nom et sanctifier sa vie, échapper aux hommes et revenir à Dieu. Chapitre 11. Un lieu où les convictions sont en train de se former. Alors, je résume quelques événements qui arrivent dans les chapitres. Javert, comme on l'a vu, soupçonne le père Madeleine d'être en réalité Jean Valjean. Cependant, un certain Champmathieu se fait arrêter et il est lui-même accusé d'être Jean Valjean. Javert va donc voir le père Madeleine, lui présente ses excuses pour l'avoir soupçonné. Jean Valjean réalise donc qu'il a un choix. Soit il laisse un innocent être accusé et condamné à sa place, et il peut continuer à être le père Madeleine et à faire le bien en tant que maire de la ville de Montreuil-sur-Mer. Après beaucoup d'hésitation, il finit par prendre la dernière décision, et sauve un innocent accusé à tort. Il surgit donc lors du procès de Champmathieu accusé à tort, et provoque une surprise générale. C'était lui, en effet. La lampe du greffier éclairait son visage. Il tenait son chapeau à la main, il n'y avait aucun désordre dans ses vêtements. Sa redingote était boutonnée avec soin. Il était très pâle, et il tremblait légèrement. Ses cheveux, gris encore au moment de son arrivée à Arras, étaient maintenant tout à fait blancs. Ils avaient blanchi depuis une heure qu'il était là. Toutes les têtes se dressèrent. La sensation fut indescriptible. Il y eut dans l'auditoire un instant d'hésitation. La voix avait été si poignante. L'homme qui était là paraissait si calme qu'au premier abord on ne comprit pas. On se demanda qui avait crié. On ne pouvait croire que ce fût cet homme tranquille qui jetait ce cri si effrayant. Cette indécision ne dura que quelques secondes. Avant même que le président et l'avocat général eussent pu dire un mot, avant que les gendarmes et les huissiers eussent pu faire un geste, l'homme, que tous appelaient encore Monsieur Madeleine, s'était avancé vers les témoins, Cochepaille, Brevet et Chenildieu. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit-il. Tous les trois demeurèrent interdits, et indiquèrent par un signe de tête qu'ils ne le connaissaient point. Cochepaille, intimidé, fit le salut militaire. Monsieur Madeleine se tourna vers les jurés et vers la cour et dit d'une voix douce. « Messieurs les jurés, faites relâcher l'accusé. Monsieur le Président, faites-moi arrêter. L'homme que vous cherchez, ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis Jean Valjean. » Il se tourna vers les trois forçats. « Eh bien, je vous reconnais, moi. Brevet, vous rappelez-vous ?» Il s'interromput, hésita un instant et dit. « Te rappelles-tu ces bretelles en tricot à damier que tu avais au bagne ?» Brevet eut comme une secousse de surprise, et le regarda de la tête aux pieds d'un air effrayé. Lui continua. « Chenildieu, qui te surnommait toi-même Genidieu, tu as toute l'épaule droite brûlée profondément, parce que tu t'es couché un jour l'épaule sur un réchaud plein de graise, pour effacer ces trois lettres, TFP, qu'on voit toujours cependant. Réponds, est-ce vrai ?» « C'est vrai, dit Chenildieu. Il s'adressa à Cochepaille. « Cochepaille, tu as près de la saignée du bras gauche une date gravée en lettres bleues avec de la poudre brûlée.
Cette date, c'est celle du débarquement de l'empereur à Cannes, 1er mars 1815. Relève ta manche! Cochepaille releva sa manche. Tous les regards se penchèrent autour de lui sur son bras nu. Un gendarme approcha une lampe. La date y était. Le malheureux homme se tourna vers l'auditoire et vers les juges avec un sourire dont ceux qui l'ont vu sont encore navrés que lorsqu'ils y songent. C'était le sourire du triomphe. C'était aussi le sourire du désespoir. « Vous voyez bien, dit-il, que je suis Jean Valjean !» Il n'y avait plus dans cette enceinte ni juge, ni accusateur, ni gendarme. Il n'y avait que des yeux fixes et des cœurs émus. Personne ne se rappelait plus le rôle que chacun pouvait avoir à jouer. L'avocat général oubliait qu'il était là pour requérir, le président qu'il était là pour présider, le défenseur qu'il était là pour défendre. Chose frappante, aucune question ne fut faite, aucune autorité n'intervint. Le propre des spectacles sublimes, c'est de prendre toutes les âmes et de faire de tous les témoins des spectateurs. Aucun peut-être ne se rendait compte de ce qu'il éprouvait. Aucun sans doute ne se disait qu'il voyait là resplendir une grande lumière. Tous, intérieurement, se sentaient éblouis. Tous intérieurement se sentaient éblouis. Il était évident qu'on avait sous les yeux Jean Valjean. Cela rayonnait. L'apparition de cet homme avait suffi pour remplir de clarté cette aventure si obscure le moment d'auparavant. Sans qu'il fût besoin d'aucune explication désormais, toute cette foule, comme par une sorte de révélation électrique, comprit tout de suite, et d'un seul coup d'œil, cette simple et magnifique histoire d'un homme qui se livrait pour qu'un autre homme ne fût pas condamné à sa place. Les détails, les hésitations, les petites résistances possibles se perdirent dans ce vaste fait lumineux. Impression qui passa vite, mais qui dans l'instant fut irrésistible. « Je veux pas déranger davantage l'audience, reprit Jean Valjean. Je m'en vais, puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à faire. Monsieur l'avocat général sait qui je suis, il sait où je vais, il me fera arrêter quand il voudra. » Il se dirigea vers la porte de sortie. Pas une voix ne s'éleva, pas un bras ne s'étendit pour l'empêcher. Tous s'écartèrent. Il y avait en ce moment ce je ne sais quoi de divin qui fait que les multitudes reculent et se rangent devant un homme. Il traversa la foule, à pas lents. On n'a jamais su qui ouvrit la porte, mais il est certain que la porte se trouva ouverte lorsqu'il y parvint. Livre 8, chapitre 4. L'autorité reprend ses droits. Alors, dans l'intervalle, Fantine est tombée très malade et a été recueillie par Monsieur Madeleine, c'est-à-dire Jean Valjean. Mais malgré l'aide qu'elle reçoit, c'est trop tard et Fantine est mourante et elle commence à délirer et elle fait promettre à Jean Valjean de s'occuper de sa petite Cosette. Malheureusement, c'est à ce moment-là que surgit Javert qui vient pour arrêter Jean Valjean. La Fantine n'avait point vu Javert depuis le jour où Monsieur le maire l'avait arraché à cet homme. Son cerveau malade ne se rendit compte de rien. Seulement elle ne douta pas qu'il ne revînt la chercher. Elle ne put supporter cette figure affreuse. Elle se sentit expirer. Elle cacha son visage de ses deux mains et cria avec angoisse. « Monsieur Madeleine, sauvez-moi !» Jean Valjean, nous ne le nommerons plus désormais autrement, s'était levé. Il dit à Fantine de la voix la plus douce et la plus calme. « Soyez tranquille, ce n'est pas pour vous qu'il vient. » Puis il s'adressa à Javert et lui dit « Je sais ce que vous voulez. » Javert avança au milieu de la chambre et cria « Ah ça! Viendras-tu » La malheureuse regarda autour d'elle. Il n'y avait personne que la religieuse et monsieur le maire. À qui pouvait s'adresser ce tutoiement abject? À elle seulement. Elle frissonna. Alors elle vit une chose inouïe, tellement inouïe que jamais rien de pareil ne lui était apparu dans les plus noirs délires de la fièvre. Elle vit le mouchard Javert saisir au collet monsieur le maire. Elle vit monsieur le maire courber la tête. Il lui sembla que le monde s'évanouissait. Javert, en effet, avait pris Jean Valjean au collet. « Monsieur le maire! Monsieur le maire !» cria Fantine. Javert éclata de rire, de cet affreux rire qui lui déchaussait toutes les dents. « Il n'y a plus de monsieur le maire ici. Il n'y a plus de monsieur le maire ici. » Jean Valjean n'essaya pas de déranger la main qui tenait le col de sa redingote. Il dit « Javert !» Javert l'interrompit. « Appelle-moi monsieur l'inspecteur. »« Monsieur, » reprit Jean Valjean, « je voudrais vous dire un mot en particulier. »« Tout haut, parle tout haut, » répondit Javert. « On me parle tout haut, à moi. » Jean Valjean continua en baissant la voix. « C'est une prière que j'ai à vous faire. Je te dis de parler tout haut. »« Mais cela ne doit être entendu que de vous seul. »« Qu'est-ce que cela me fait ? » ?»« Je n'écoute pas. » Jean Valjean se tourna vers lui et lui dit rapidement et très bas. « Accordez-moi 3 jours. 3 jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme. Je paierai ce qu'il faudra. Vous m'accompagnerez si vous voulez. »« Tu veux rire ?» cria Javert. « Ah ça, je ne te croyais pas si bête. Tu me demandes 3 jours pour t'en aller. Tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette fille. C'est bon, voilà qui est bon. » Fantine eut un tremblement. « Mon enfant !» s'écria-t-elle. « Allez chercher mon enfant !»
Elle n'est donc pas ici. Ma sœur, répondez-moi. Où est Cosette? Je veux mon enfant. Monsieur Madeleine, monsieur le maire. » Javert frappa du pied. « Voilà l'autre à présent. Te tairas-tu, drôlesse? Gredin de pays où les galériens sont magistrats et où les filles publiques sont soignées comme des comtesses. Ah, mais tout va changer. Il était temps. » Il regarda fixement Fantine, et ajouta en reprenant à poignée la cravate, la chemise et le collet de Jean Valjean. « Je te dis qu'il n'y a point de monsieur Madeleine, et qu'il n'y a point de monsieur le maire. Il y a un voleur, il y a un brigand, il y a un forçat nommé Jean Valjean. C'est lui que je tiens. Voilà ce qu'il y a. » Fantine se dressa en sursaut, appuyée sur ses bras roides et sur ses deux mains. Elle regarda Jean Valjean, elle regarda Javert, elle regarda la religieuse, elle ouvrit la bouche comme pour parler. Un râle sortit du fond de sa gorge, ses dents claquèrent, elle étendit les bras avec angoisse, ouvrant convulsivement les mains et cherchant autour d'elle comme quelqu'un qui se noie. Puis, elle s'affaissa subitement sur l'oreiller. Sa tête heurta le chevet du lit et vint retomber sur sa poitrine, la bouche béante. Jean Valjean posa sa main sur la main de Javert qui le tenait, et l'ouvrit comme il eût ouvert la main d'un enfant, puis dit à Javert: « Vous avez tué cette femme !»« Finirons-nous » cria Javert furieux. « Je ne suis pas ici pour entendre des raisons. Économisons tout ça. La garde est en bas. Marchons tout de suite, ou les poussettes. » Il y avait dans un coin de la chambre un vieux lit en fer en assez mauvais état, qui servait de lit de camp aux sœurs quand elles veillaient. Jean Valjean alla à ce lit, disloqua en un clin d'œil le chevet déjà fort délabré, chose facile à des muscles comme les siens, saisit à poigne main la maîtresse tringle et considéra Javert. Javert recula vers la porte. Jean Valjean, sa barre de fer au poing, marcha lentement vers le lit de Fantine. Quand il y fut parvenu, il se retourna et dit à Javert d'une voix qu'on entendait à peine: « Je vous conseille de ne pas me déranger en ce moment. » Ce qui est certain, c'est que Javert tremblait. Il eut l'idée d'appeler la garde, mais Jean Valjean pouvait profiter de cette minute pour s'évader. Il resta donc, saisit sa canne par le petit bout, et s'adossa au chambellambre de la porte sans quitter du regard Jean Valjean. Jean Valjean posa son coude sur la paume du chevet du lit, et son front sur sa main, et se mit à contempler Fantine, immobile et étendue. Il demeura ainsi, absorbé, muet, et ne songeant évidemment plus à aucune autre chose de cette vie. Il n'y avait plus rien sur son visage et dans son attitude qu'une inexprimable pitié. Après quelques instants de cette rêverie, il se pencha vers Fantine et lui parla à voix basse. Que lui dit-il? Que pouvait dire cet homme qui était réprouvé à cette femme qui était morte? Qu'étaient-ce que ces paroles? Personne sur terre ne les a entendues. La morte les entendit-elle? Il y a des illusions touchantes qui sont peut-être des réalités sublimes. Ce qui est hors de doute, c'est que la sœur Simplice, unique témoin de la chose qui se passait, a souvent raconté qu'au moment où Jean Valjean parla à l'oreille de Fantine, elle vit distinctement poindre un ineffable sourire sur ses lèvres pâles et sur ses prunelles vagues, pleines d'étonnement du tombeau. Jean Valjean prit dans ses deux mains la tête de Fantine et la rangea sur l'oreiller comme une mère l'eût fait pour son enfant. Il lui rattacha le cordon de la chemise et rentra ses cheveux sous son bonnet. Cela fait, il lui ferma les yeux. La face de Fantine en cet instant semblait étrangement éclairée. La mort, c'est l'entrée dans la grande lueur. La main de Fantine pendait hors du lit. Jean Valjean s'agenouilla devant cette main, la souleva doucement et la baisa. Puis, il se redressa, et, se tournant vers Javert, « Maintenant, dit-il, je suis à vous. » Deuxième partie, livre 3, deuxième chapitre, 2 portraits complétés. On n'a encore aperçu dans ce livre les Thénardier que de profil. Le moment est venu de tourner autour de ce couple et de le regarder sur toutes ses faces. Thénardier venait de dépasser ses 50 ans. Madame Thénardier touchait à la quarantaine, qui est la cinquantaine de la femme, de façon qu'il y avait équilibre d'âge entre la femme et le mari. Les lecteurs ont peut-être, dès sa première apparition, conservé quelques souvenirs de cette Thénardier grande, blonde, rouge, grasse, charnue, carrée, énorme et agile. Elle tenait, nous l'avons dit, de la race de ces sauvagesses colosses qui se cambrent dans les foires avec des pavés pendus à leur chevelure. Elle faisait tout dans le logis. Les lits, les chambres, la lessive, la cuisine, la pluie, le beau temps, le diable. Elle avait pour tout domestique Cosette, une souris au service d'un éléphant. Tout tremblait au son de sa voix, les vitres, les meubles et les gens. Son large visage criblé de taches de rousseur avait l'aspect d'une écumoire. Elle avait de la barbe. C'était l'idéal d'un fort de la halle habillé en fille. Elle jurait splendidement. Elle se vantait de casser une noix d'un coup de poing. Sans les romans qu'elle avait lus, et qui par moments faisaient bizarrement réapparaître la mijaurée sous l'ogresse, jamais l'idée ne fut venue à personne de dire d'elle « c'est une femme ». Cette Thénardier était comme le produit de la grève d'une donzelle sur une poissarde.
Quand on l'entendait parler, on disait « c'est un gendarme ». Quand on la regardait boire, on disait « c'est un charretier ». Quand on la voyait manier Cosette, on disait « c'est le bourreau ». Au repos, il lui sortait de la bouche une dent. Le Thénardier était un homme petit, maigre, blême, anguleux, osseux, chétif, qui avait l'air malade et qui se portait à merveille. Sa fourberie commençait là. Il souriait habituellement par précaution, et était poli à peu près avec tout le monde, même avec le mendiant auquel il refusait un liard. Il avait le regard d'une fouine et la mine d'un homme de lettres. Il ressemblait beaucoup au portrait de l'abbé Delille. Sa coquetterie constituait à boire avec les rouliers. Personne n'avait jamais pu le griser. Il fumait dans une grosse pipe, il portait une blouse, et sous sa blouse un vieil habit noir. Il avait des prétentions à la littérature et au matérialisme. Il y avait des noms qu'il prononçait souvent pour appuyer les choses quelconques qu'il disait. Voltaire, Rémail, Pamy, et, chose bizarre, Saint-Augustin. Il affirmait avoir un système, du reste fort escroc, un philosophe. Cette nuance existe. On se souvient qu'il prétendait avoir servi. Il comptait, avec quelque luxe, qu'à Waterloo, étant sergent dans un 6e ou 9e léger quelconque, il avait, seul, contre tout un escadron de hussards de la mort, couvert de son corps et sauvé à travers la mitraille, un général dangereusement blessé. De là venait pour son mur sa flamboyante enseigne, et pour son auberge dans le pays le nom de cabaret du sergent de Waterloo. Thénardier était sournois, gourmand, flâneur et habile. Il ne dédaignait pas ses servantes, ce qui faisait que sa femme n'en avait plus. Cette géante était jalouse. Il lui semblait que ce petit homme maigre et jaune devait être l'objet de la convoitise universelle. Thénardier, par-dessus tout homme d'astuce et d'équilibre, était un coquin du genre tempéré. Cette espèce est la pire, l'hypocrisie s'y mêle. Ce n'est pas que Thénardier ne fût dans l'occasion capable de colère autant que sa femme, mais cela était très rare, et dans ces moments-là, comme il en voulait au genre humain tout entier, comme il avait en lui une profonde fournaise de haine, comme il était de ces gens qui se vengent perpétuellement, qui accusent tout ce qui se passe devant eux de tout ce qui est tombé sur eux, et qui sont toujours prêts à jeter sur le premier venu, comme légitime grief, le total des déceptions, des banqueroutes et des calamités de leur vie, comme tout ce levain se soulevait en lui et lui bouillonnait dans la bouche et dans les yeux, il était épouvantable. Malheur à qui passait sous sa fureur alors. Cette femme était une créature formidable qui n'aimait que ses enfants et ne craignait que son mari. Elle était mère parce qu'elle était mammifère. Du reste, sa maternité s'arrêtait à ses filles et, comme on le verra, ne s'étendait pas jusqu'aux garçons. Lui, l'homme, n'avait qu'une pensée, s'enrichir. Il n'y réussissait point. En cette année 1823, Thénardier était endetté d'environ 1500 francs de dettes criardes qui le rendaient soucieux. Cet homme et cette femme, c'étaient ruse et rage mariés ensemble, attelage hideux et terrible. Pendant que le mari ruminait et combinait, la Thénardier, elle, ne pensait pas aux créanciers absents, n'avait souci ni d'hier ni de demain, et vivait avec emportement, toute dans la minute. Tels étaient ces deux êtres-là. Cosette était entre deux, subissant leur double pression, comme une créature qui serait à la fois broyée par une meule et déchiquetée par une tenaille. L'homme et la femme avaient chacun une manière différente. Cosette était rouée de coups, cela venait de la femme. Elle allait pieds nus l'hiver, cela venait du mari. Cosette montait, descendait, lavait, brossait, frottait, balayait, courait, trimait, haletait, remuait des choses lourdes, et, toute chétive, faisait les grosses besognes. Nulle pitié, une maîtresse farouche, un maître venimeux. La gargote Thénardier était comme une toile où Cosette était prise et tremblait. L'idée de l'oppression était réalisée par cette domesticité sinistre. C'était quelque chose comme la mouche servante des araignées. La pauvre enfant, passive, se taisait. Quand elle se trouve ainsi, dès l'aube, toute petite, toute nue parmi les hommes, que se passe-t-il dans ces âmes qui viennent de quitter Dieu? Chapitre 5. La petite toute seule. Un soir, en plein hiver, alors qu'il fait déjà nuit, les Thénardier envoient Cosette chercher de l'eau, à la fontaine. La fontaine se trouve à l'extérieur du village, dans la forêt, très sombre. Cosette a peur, mais plus que tout elle a peur de se faire battre. Cosette ne prit pas le temps de respirer. Il faisait très noir, mais elle avait l'habitude de venir à cette fontaine. Elle chercha de la main gauche, dans l'obscurité, un jeune chêne incliné sur la source, qui lui servait ordinairement de point d'appui. Rencontra une branche, s'y suspendit, se pencha et plongea le seau dans l'eau. Elle était dans un moment si violent que ses forces étaient triplées. Cela fait, elle s'aperçut qu'elle était épuisée de lassitude. Elle eût bien voulu repartir tout de suite, mais l'effort de remplir le seau avait été tel qu'il lui fut impossible de faire un pas. Elle fut donc bien forcée de s'asseoir. Elle se laissa tomber sur l'herbe et y demeura accroupie.
Elle ferma les yeux, puis elle les rouvrit, sans savoir pourquoi, mais ne pouvant faire autrement. À côté d'elle, l'eau agitée dans le seau faisait des cercles qui ressemblaient à des serpents de fer blanc. Un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune de ces vagues et fraîches lueurs de l'été. De grands branchages s'y dressaient affreusement, des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières, les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles, les ronces se tordaient comme de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies. Quelques bruyères sèches, chassées par le vent, passaient rapidement et avaient l'air de s'enfuir avec épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés, il y avait des attendus lugubres. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, Cosette se sentit saisir par cette énormité noire de la nature. Ce n'était plus seulement de la terreur qui la gagnait, c'était quelque chose de plus terrible même que la terreur. Frissonnait. Les expressions mentent pour dire ce qu'avait d'étrange ce frisson qui la glaçait jusqu'au fond du cœur. Son œil était devenu farouche. Elle croyait sentir qu'elle ne pourrait peut-être pas s'empêcher de revenir là, à la même heure, le lendemain. Alors, par une sorte d'instinct, pour sortir de cet état singulier qu'elle ne comprenait pas, mais qui l'effrayait, elle se mit à compter à voix haute. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Et quand elle eut fini, elle recommença. Cela lui rendit la perception vraie des choses qui l'entouraient. Elle sentit le froid à ses mains, qu'elle avait mouillées en puisant de l'eau. Elle se leva. La peur lui était revenue, une peur naturelle et insurmontable. Elle n'avait plus qu'une pensée, s'enfuir à toutes jambes, à travers bois, à travers champs, jusqu'aux maisons, jusqu'aux fenêtres, jusqu'aux chandelles allumées. Son regard tomba sur ce seau qui était devant elle. Tel était l'effroi que lui inspirait la Thénardier qu'elle n'osa pas s'enfuir sans le seau d'eau. Elle saisit l'anse à deux mains. Elle eut de la peine à soulever le seau. Elle fit ainsi une douzaine de pas, mais le seau était plein, il était lourd, elle fut forcée de le reposer à terre. Elle respira un instant, puis elle enleva l'anse de nouveau, et se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. Mais il fallut s'arrêter encore. Après quelques secondes de repos, elle repartit. Elle marchait, penchée en avant, la tête basse, comme une vieille. Le poids du seau tendait et roidissait ses bras maigres. L'anse de fer achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées. De temps en temps, elle était forcée de s'arrêter, et chaque fois qu'elle s'arrêtait, l'eau froide qui débordait du seau tombait sur ses jambes nues. Ça se passait au fond d'un bois, la nuit, en hiver, loin de tout regard humain. C'était une enfant de 8 ans. Il n'y avait que Dieu en ce moment qui voyait cette chose triste. Et sans doute sa mère, hélas. Car il est des choses qui font ouvrir les yeux aux mortes dans leur tombeau. Elle souffrait avec une sorte de râlement douloureux. Des sanglots lui serraient la gorge, mais elle n'osait pas pleurer, tant elle avait peur de la Thénardier, même loin. C'était son habitude de se figurer toujours que la Thénardier était là. Cependant, elle ne pouvait pas faire beaucoup de chemin de la sorte, et elle allait bien lentement. Elle avait beau diminuer la durée des stations et marcher entre chaque le plus longtemps possible, elle pensait avec angoisse qu'il lui faudrait plus d'1 heure pour rentrer ainsi à Montfermeil, et que la Thénardier la battrait. Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans le bois la nuit. Elle était harassée de fatigue, et n'était pas encore sortie de la forêt. Parvenue près d'un vieux chêne qu'elle connaissait, elle fit une dernière halte plus longue que les autres pour bien se reposer. Puis, elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau et se remit à marcher courageusement. Cependant, le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier. « Mon Dieu, mon Dieu !» En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'est un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur. Chapitre 7. Cosette, côte à côte dans l'ombre, avec l'inconnu. Cosette, nous l'avons dit, n'avait pas eu peur. L'homme lui adressa la parole. Il parlait d'une voix grave et presque basse. « Mon enfant, c'est bien l'heure pour vous ce que vous portez là. » Cosette leva la tête et répondit. « Oui, monsieur. »« Donnez, reprit l'homme, je vais vous le porter. » Cosette lâcha le seau. L'homme se mit à cheminer près d'elle. « C'est très lourd, en effet, » dit-il entre ses dents. Puis il ajouta. « Petite, quel âge as-tu ?»« 8 ans, monsieur. »« Et viens-tu de loin comme ça ?»« De la source qui est dans le bois. »« Et est-ce que c'est loin où tu vas ?»« À un bon quart d'heure d'ici. » L'homme resta un moment sans parler. Puis il dit brusquement. « Tu n'as donc pas de mère ?»« Je ne sais pas, » répondit l'enfant. Avant que l'homme eût le temps de reprendre la parole, elle ajouta. « Je ne crois pas. Les autres en ont, moi je n'en ai pas. » Et, après un silence, elle reprit. « Je crois que je n'en ai jamais eu. » L'homme s'arrêta.
Il posa le seau à terre, se pencha, et mit ses 2 mains sur les 2 épaules de l'enfant, faisant l'effort pour la regarder et voir son visage dans l'obscurité. La figure maigre et chétive de Cosette se dessinait vaguement à la lueur du ciel. « Comment t'appelles-tu » ?« Cosette. » L'homme eut comme une secousse électrique. Il la regarda encore, puis il ôta ses mains de dessus les épaules de Cosette, saisit le seau et se remit à marcher. Au bout d'un instant, il demanda « Petite, où demeures-tu » ?« À Montfermeil, si vous connaissez. »« C'est là que nous allons ?»« Oui, monsieur. » Il fit encore une pause, puis il recommença. « Qui est-ce donc qui t'a envoyé à cette heure chercher de l'eau dans le bois ?»« C'est madame Thénardier. » L'homme répartit d'un son de voix qu'il voulait s'efforcer de rendre indifférent, mais où il y avait pourtant un tremblement singulier. « Qu'est-ce qu'elle fait à madame Thénardier ?»« C'est ma bourgeoise, dit l'enfant. Elle tient l'auberge. »« L'auberge, dit l'homme. Eh bien, je vais aller y loger cette nuit. Conduis-moi. »« Nous y allons, dit l'enfant. » L'homme marchait assez vite. Cosette le suivait sans peine. Elle ne sentait plus la fatigue. De temps en temps, elle levait les yeux vers cet homme avec une sorte de tranquillité et d'abandon inexprimable. Jamais on ne lui avait appris à se tourner vers la Providence et à prier. Cependant, elle sentait en elle quelque chose qui ressemblait à de l'espérance et à de la joie, et qui s'en allait vers le ciel. Quelques minutes s'écoulèrent. L'homme reprit. « Est-ce qu'il n'y a pas de servante chez madame Thénardier ?»« Non, monsieur. »« Est-ce que tu es seul ?»« Oui, monsieur. » Il y eut encore une interruption. Cosette éleva la voix. « C'est-à-dire, il y a 2 petites filles. »« Quelles petites filles ?»« Ponine et Zelma. » L'enfant simplifiait de la sorte les noms romanesques chers à la Thénardier. « Qu'est-ce que Ponine et Zelma ?»« Ce sont les demoiselles de madame Thénardier, comme qui dirait ses filles. »« Et que font-elles, celles-là ?»« Oh, dit l'enfant. Elles ont de belles poupées, des choses où il y a de l'or, tout plein d'affaires. Elles jouent, elles s'amusent. »« Toute la journée ?»« Oui, monsieur. »« Et toi ?»« Moi, je travaille. »« Toute la journée ?» L'enfant leva ses grands yeux où il y avait une larme qu'on ne voyait pas à cause de la nuit, et répondit doucement. « Oui, monsieur. » Elle poursuivit après un intervalle de silence. « Des fois, quand j'ai fini l'ouvrage et qu'on veut bien, je m'amuse aussi. »« Comment t'amuses-tu ?»« Comme je peux, on me laisse, mais j'ai pas beaucoup de joujoux. Ponine et Zelma ne veulent pas que je joue avec leurs poupées. Je n'ai qu'un petit sabre en plomb, pas plus grand que ça. » L'enfant montrait son petit doigt. « Et qui ne coupe pas ?»« Si, monsieur, dit l'enfant. Ça coupe la salade et les têtes de mouches. » Ils atteignirent le village. Cosette guida l'étranger dans les rues. Ils passèrent devant la boulangerie, mais Cosette ne songea pas au pain qu'elle devait rapporter. L'homme avait cessé de lui faire des questions et gardait maintenant un silence morne. Quand ils eurent laissé l'église derrière eux, l'homme, voyant toutes ces boutiques en plein vent, demanda à Cosette. « C'est donc la foire ici ?»« Non, monsieur, c'est Noël. » Comme ils approchaient de l'auberge, Cosette lui toucha le bras timidement. « Monsieur ?»« Quoi, mon enfant ?»« Nous voilà près de la maison. »« Eh bien ?»« Vous voulez me laisser reprendre le seau à présent ?»« Pourquoi ?»« C'est que, si madame voit qu'on me l'a porté, elle me battra. » L'homme lui remit le seau. Un instant après, ils étaient à la porte de la Gargote. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour Les Misérables de Victor Hugo. Donc comme je vous l'ai dit, ça ne représente qu'une 50aine de pages, quand il y a plus de 1200, 1300 pages, ça dépend des éditions, sur l'intégralité de l'histoire. On n'a vraiment lu que la toute première partie. Donc, je vais quand même vous dire ce qui se passe par la suite. L'homme, vous en doutez, à nouveau, c'est Jean Valjean, qui s'est à nouveau évadé de prison. Il récupère Cosette, et il va l'emmener à Paris, où il vivra sous un faux nom. Alors il se passe beaucoup de choses dans toute la suite de l'histoire, beaucoup de choses très dramatiques, encore beaucoup de gens qu'on découvre et qui ont des vies misérables, et beaucoup de catastrophes arrivent, mais au final, Cosette s'en sort assez bien. Elle connaît une existence très heureuse, totalement insouciante, à partir du moment où elle est adoptée par Jean Valjean. Et elle finira par faire un mariage très heureux avec un beau jeune homme riche qui l'aime éperdument. Le roman se terminera par la mort paisible de Jean Valjean dans son lit, auprès de Cosette. Voilà, j'espère que faire cette version audio vous a un petit peu aidé. Je vous retrouve bientôt pour les prochains cours sur cette séquence autour des Misérables, et je vous souhaite une bonne journée.